C'était une journée paisible, du moins le croyait-il. La voiture de patrouille s'arrêta. 2 officiers en sortirent. Devant eux, un groupe d'hommes encerclait un blessé. Le voyou avait été giflé plus tôt pour avoir agressé une femme muette. Maintenant, il voulait se venger. Il donna un coup de pied à l'homme blessé, l'ancien capitaine. Un officier se précipita pour l'aider mais les laquais le maîtrisèrent. Le tyran sourit. À genoux, lèche mes chaussures, ou je lui brise le bras et te le donne. Le capitaine hésita. Puis quelqu'un intervint. Notre protagoniste calme. Déterminé. Si quelqu'un le touche, prévint-il. Je vous briserai les os et vous utiliserai comme bois de chauffage. La foule rugit et chargea. En un éclair, il bougea coups de pied, coudes, genoux, poings, 4 mâts. Terre en quelques secondes. Leur chef furieux leva son arme. Vous êtes mort pour avoir attaqué les gardes de la ville. 3 coups de feu. Il attrapa l'arme en plein tir. Trople, dit-il et l'écrasa à main de nu. Chou se jeta avec un poignard. L'homme lui saisit le poignet, le désarma et le souleva par le cou. Tu voulais qu'il s'agenouille? Il grogna. Ton tour. Il projetait au sol, inconscient, écume. Les autres ne purent que fixer, incapables de croire ce qu'ils avaient vu. Notre protagoniste avait acquis ce pouvoir terrifiant quelques mois auparavant. Personne n'aurait imaginé que l'excavation archéologique d'une ruine mystérieuse déclencherait un ancien sceau, et qu'à son tour, cela deviendrait une catastrophe pour toute l'humanité. Une étrange brume cramoisie, couleur cola, de sang, se répandit rapidement dans chaque ville. Les humains pris dans la brume de sang ne purent supporter la mutation, devenant fous avant de mourir violemment. Pourtant, la plupart des autres créatures vivantes se transformèrent en êtres terrifiants aux capacités bizarres. On les décrivait comme des aberrations. Partout où ces aberrations passaient, elles laissaient les villes en ruine. La peur se répandit comme la peste. Des missiles furent lancés et ils frappèrent la ville. Poussière et fumée couvraient la zone. Un homme ressemblant à un zombie avec une main griffue d'aberration cherchait Xiaowei. Des aberrations loups lui firent mais il continua de la chercher. Il griffa les aberrations loups. Après cela, il semblait fatigué et instable. Il marchait sur les ruines, toujours à la recherche de Xiaowa. Il marchait comme un zombie jusqu'à ce qu'il vît une poupée. Il s'en approcha précipitamment, en pensant à Xiaozui. Il était sur le point de prendre la poupée avec sa main griffue mais il s'arrêta et la retransforma en main normale avant de saisir la poupée. Et puis des larmes coulèrent de ses yeux. Il voulait désespérément savoir où elle se trouvait 3 jours auparavant. Des rapports faisaient état d'une brume cramoisie apparaissant dans plusieurs zones. Il fut conseillé au public de ne pas paniquer et de rester à l'intérieur autant que possible. Pendant ce temps, une famille était en voiture. Le fils et la fille dormaient sur la banquette arrière. Le personnel militaire frappa sur leur voiture en leur ordonnant de la déplacer immédiatement. La mère était sur le siège passager pendant que le père conduisait. Il exprima son incrédulité envers les politiciens. La fille confia à son grand frère qu'elle avait peur. Son frère l'assura que tout. La mère, elle, pensait que tout irait bien, tant qu'ils restaient unis. Pendant ce temps, le père fulminait contre l'idée d'impliquer l'armée, de vouloir faire passer ça pour une simple catastrophe naturelle, quand leur fils remarqua le tumulte grandissant à l'extérieur. Cette étrange brume pourpre piqua sa curiosité. C'est alors qu'une déflagration assourdissante les fit sursauter, glaçant le sang dans leurs veines. Son premier réflexe fut de protéger sa sœur, la plaquant au sol. Un instant plus tard, une voiture leur tombait dessus avec une violence inouïe. Le fils hurla à ses parents, pour savoir s'ils étaient indemnes. Le père grimaça, avouant avoir la jambe broyée, tandis que la mère, prise d'une quinte de tout, peinait à répondre. Elle cherchait à comprendre ce qui venait de se produire. C'est alors qu'un grondement sinistre capta leur attention, et la terreur se peignit sur leurs traits. Dehors, ils virent une foule paniquée fuyant une créature cauchemardesque. Sans une seconde à perdre, le père leur ordonna de sortir du véhicule. Le fils défonça sa portière d'un violent coup de pied. Il se rua ensuite vers la portière de sa mère, mais l'impact l'avait complètement faussé. Elle le supplia alors de prendre uniquement sa sœur et de fuir, mais il refusait de les abandonner. Pendant ce temps, sa petite sœur, tétanisée, fixait l'abomination qui se jetait sur un malheureux. L'homme poussait des cris d'agonie, implorant de l'aide. Constatant le danger imminent, leur mère, il le pressa de s'enfuir sur le champ. Son père ajouta, la voix brisée, qu'en tant que grand frère, il avait la responsabilité et de la protéger. Ils lui confièrent sa petite sœur, Xiaoyu. C'est alors qu'une autre explosion les pulvérisa. La créature avait bondi sur leur voiture. La petite hurla, « Maman, papa !» Le monstre, excité par le chaos, se tourna et les prit pour cible. Xiu voulut courir vers ses parents, mais son frère la saisit et l'entraîna loin de l'horreur. La zone entière n'était plus que chaos et destruction.
Une monstruosité volante déchiqueta un avion militaire en plein ciel. Les deux enfants coururent à perdre haleine. Sur leur chemin, ils virent les animaux et les gens sombrer dans une folie furieuse. Le grand frère ne pouvait s'empêcher de se demander quel apocalypse frappait la terre. La brume écarlate enveloppait tout, alors qu'une aberration lupine commençait sa traque. Le frère et la sœur trouvèrent refuge derrière une rangée d'étagères. Le garçon risqua un regard et vit le monstre loup s'éloigner. Il poussa un soupir de soulagement, croyant le danger écarté, mais sa sœur fut soudain prise d'un étrange malaise. Se tenant la tête entre les mains, elle gémit. Il lui demanda ce qu'elle avait, et elle avoua qu'elle ne se sentait vraiment pas bien. Le frère aperçut alors leur reflet dans un miroir brisé, d'étranges lignes zébraient leur peau. Il comprit aussitôt que c'était parce qu'ils avaient respiré trop longtemps cette brume empoisonnée. Il attrapa quelques provisions sur une étagère et imbiba un chiffon avec le peu d'eau qu'il trouva. Il en couvrit ensuite le nez et la bouche de sa sœur. Mais c'est à cet instant précis qu'il ressentit une douleur foudroyante. Une chaleur insoutenable l'envahit, et il sentit quelque chose tenter de s'échapper de son propre corps, une force qu'il ne pouvait contenir. Xiu lui demanda ce qui se passait, mais il serra les dents et mentit, prétendant que tout allait bien. Il tenta de maîtriser sa main qui tremblait de façon incontrôlable. Non loin, l'abomination lupine qui rôdait perçut leur présence. Il hurla à son propre corps de s'arrêter, terrifiant sa petite sœur. Le monstre les avait repérés. Ils détalèrent aussitôt, la créature lancée à leur trousse. Ils s'échappèrent du supermarché pour se retrouver bloqués par une aberration volante. Ils étaient pris au piège. Il serra sa sœur contre lui murmurant de ne surtout pas avoir peur. La créature ailée battit des ailes dans un rugissement perçant. Aussitôt, plusieurs autres abominations convergèrent vers eux. Au-dessus, planait une gigantesque créature écarlate, semblable à un dragon. Le frère se dit que cette fois, c'était vraiment la fin pour eux. Mais c'est sans compter sur ce jeune homme, qui n'est autre que notre protagoniste. Alors, restez bien attentifs. D'attendre un miracle providentiel. Le frère a attrapé sa sœur et l'a tirée à l'intérieur parce que le danger rôdait à l'extérieur. Saisissant un gourdin, il a murmuré que c'était leur unique espoir avant de foncer sur Fif, l'aberration lupine, mais le bois s'est brisé net. La créature a alors tenté de le dévorer, le projetant au sol alors qu'il essayait désespérément de retenir ses mâchoires. La bête s'est figée, soudainement transpercée à l'œil par un carreau. Xiu venait de lui sauver la mise avec l'arbalète qu'elle avait dénichée. Mais la créature, enragée, s'est retournée contre elle. Son frère, lui, a hurlé de fuir. Elle a obéi sans hésiter, alors qu'il lui ordonnait de ne surtout pas se retourner. Au même moment, le jeune homme, pris d'une quinte de toux, souffrait le martyre, au pire instant possible. Xiu a trébuché, s'effondrant au sol alors que l'aberration lupine la talonnait, de très près. S'agrippant au mur pour se redresser, son frère a vu une vive lueur écarlate fuser vers les cieux. Des débris se sont abattus sur le monstre, et le frère en a profité pour le clouer au sol. Il l'a ensuite empalé avec une barre de fer à béton, en acier. Il l'a frappé encore et encore, lui hurlant de retourner dans les abysses. Voyant cela, Xiu, terrifié, s'est inquiété pour lui et l'a enlacé de toutes ses forces pour tenter de le calmer. Elle ne comprenait absolument pas ce qui lui arrivait, cette rage qui le consumait. Elle lui a juré qu'elle était saine et sauve, le suppliant d'arrêter. Au même instant, un souvenir de leurs parents a refait surface dans son esprit. Il ne leur avait pas dit de fuir. Il lui avait confié la protection de Xiu. Son père lui avait promis qu'il veillerait sur leur mère. Sa mission était claire, prendre soin de Xiu et survivre. C'est alors qu'il a entendu sa sœur l'appeler, le ramenant à la réalité. Il a repris ses esprits, réalisant que sa sœur le serrait fort contre elle. Il s'est excusé de lui avoir fait si peur. Elle lui a demandé si tout allait bien. Il s'apprêtait à la rassurer quand il a aperçu une aberration ailée fondant sur eux à travers la vitre brisée. Sans réfléchir, il l'a attrapée pour la mettre à l'abri de l'assaut. L'attention de la créature volante s'est alors reportée sur eux. Il l'a frappé de toutes ses forces avec la barre de fer. Le choc a suffi à faire reculer le monstre ailé. Il a ensuite dit à Xiu de se mettre à l'abri pendant qu'il gérait la situation. Xiu était terrifié pour lui. La gigantesque aberration aviaire les observait. Il devait absolument l'attirer loin d'elle. Mais Xiu ne voulait pas le laisser partir, craignant qu'il ne perde à nouveau le contrôle de lui-même. Il lui a promis que ça n'arriverait plus et lui a demandé de l'attendre ici. Il serait de retour. Très vite. Elle lui a fait jurer de revenir en un seul morceau. Il le lui a promis avant de sortir. Il avait une théorie en tête. Il était persuadé que traquer ces aberrations et absorber leur énergie écarlate le rendrait plus puissant. Il espérait donc que l'énergie de cette créature géante serait immense. S'il parvenait à la vaincre, il aurait enfin assez de force pour protéger ça. Il a hurlé à la bête de crever. La gigantesque aberration l'a toisé, mais ce sont les loups qui ont chargé à sa place. C'était comme si elle le jugeait indigne de son attention. Il a balayé les loups avec sa barre de fer, se frayant un chemin vers l'aberration principale. Ses coups étaient dévastateurs, mais la meute agissait de concert.
alors qu'il venait d'en abattre un. Juste devant lui, un autre l'a attaqué par derrière, plantant ses crocs dans son bras. La douleur l'a rendu fou de rage et ses mains se sont métamorphosées en griffes. Il a déchiqueté les loups avec ses nouvelles griffes, exultant de la puissance qui déferlait en lui. Un avion passant au-dessus. 2 a attiré l'attention de la grande aberration. Il a été déconcerté de la voir s'envoler. C'est à ce moment que le jeune homme a repris ses esprits. Et se demanda ce qui lui était arrivé. Un missile fut tiré dans sa direction et à ce moment-là, Xu sortit et demanda s'il allait bien. Il paniqua en lui criant de ne pas sortir. Puis le missile explosa. L'avion vit des survivants et atterrit pour les vérifier. Ils virent à quelqu'un d'infecté. Alors, ils le laissèrent. Au lieu de cela, ils prirent la fille. Notre protagoniste avait une vision floue mais il vit sa sœur être embarquée dans l'avion. Les militaires se dépêchèrent car les aberrations reviendraient bientôt. Il tendit sa main griffue alors que l'avion s'éloignait. Puis il perdit connaissance. Che avait les larmes aux yeux quand elle appela son frère. Elle brûlait en demandant pourquoi il ne l'avait pas sauvée. Il tendit sa main griffe vers elle mais elle avait disparu et cela le tira de son sommeil. Il fit le même rêve à nouveau. Cela faisait 6 mois, et il la cherchait toujours. Il était juste content de ne pas avoir été exposé pendant son sommeil. Il sortit du bâtiment avec une mitraillette à la main. Quand Zo fut emmené par ses gens, il chercha dans chaque abri local. Mais il n'y avait aucun signe d'elle. Pour retrouver sa sœur, il rejoignit la patrouille frontalière, l'unité la moins bien classée de l'armée, et devint un soldat de bas rang. Dans un monde chaotique comme celui-là, seule l'armée a l'autorisation de recueillir des informations et de voyager librement. Il arriva au poste frontière de la ville de Shizi. Il salua le capitaine de l'équipe de patrouille de Shizi à Jun et s'excusa d'être arrivé en retard. Jun lui donna un coup de pied. Il était agacé qu'il se soit encore relâché et soit arrivé en retard pour sa garde. Il grimpa une haute échelle tandis qu'il entendait quelqu'un lui dire que quand les gros bonnets arriveraient, il pourrait enfin être libéré. Puis Jun le prévint que si gâchait tout, il ferait de sa vie un enfer. Il y a 6 mois, la brume cramoisie éclata. La plupart des villes tombèrent en ruine et devinrent des habitats pour les aberrations. Avec la brume cramoisie, une mystérieuse flèche cramoisie apparut également. Les humains survivants ne peuvent que subsister dans les zones frontalières, loin de la flèche et de la brume cramoisie. Alors qu'il observait la ville tomber d'une zone élevée, cela le fit se demander si la grande aberration était toujours là basse. Jean dit que l'unité d'intervention spéciale était là, donc il n'avait qu'à faire semblant, et même s'il ne pouvait pas tenir la ligne, une bande de troufions comme eux ne pouvait rien y faire non plus. Il parlait de la célèbre unité d'intervention spéciale. Alors l'homme lui demanda pourquoi il pensait qu'il tomberait alors que l'unité avait écrasé des aberrations tout le long du chemin. Pendant ce temps, notre protagoniste était assis là sur la falaise, détestant toujours l'odeur de la brume cramoisie. Le brouillard fait ressortir la soif de sang primale d'une créature et les pousse à s'attaquer mutuellement. Puis il vit la brume cramoisie se séparer. Il réalisa que quelque chose chargeait vers. Et un soldat remarqua aussi que quelque chose n'allait pas. Alors, ils le signalèrent au capitaine. Le capitaine le réprimanda pour avoir fait des histoires. Puis ils virent la brume cramoisie déferler vers eux et l'unité d'intervention spéciale courait vers eux. Ils demandèrent ce qui s'était passé mais ces hommes leur crièrent de Condé fils de Condéma. Reculez. Le capitaine ordonna à tous de se replier. Les hommes de l'unité spéciale furent engloutis par la brume cramoisie. Puis le capitaine hurla fort car ses vêtements étaient coincés. Une aberration ressemblant à un dragon avait cesserie. Il pensa que c'était la fin pour lui. Notre protagoniste entendit leurs cris depuis la falaise. Il sauta. Immédiatement. Il atterrit sur l'aberration et l'écrasa. L'autre tourna son attention vers l'agitation. Les mains se transformèrent à nouveau. L'autre aberration tenta de le manger, mais il arracha sa tête du corps. Puis, il en absorba une énergie rouge. Après avoir absorbé cela, il se sentit un peu plus fort. Il fut intrigué par ce qui se passerait s'il en absorbait quelques autres. Aberrations l'entouraient, alors ses attentes augmentèrent. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, ces aberrations furent frappées par une puissante énergie. Laser. Il se demanda qui était là. Une femme aux cheveux argentés fut surprise de le voir. C'était la capitaine du détachement sans gardant sans lui. Il reconnut immédiatement que c'était quelqu'un de l'unité d'intervention spéciale. Il savait que ce n'était pas bon pour lui. Il devait se retransformer rapidement. Ruiz ordonna à l'unité de ne laisser personne en vie. Ces hommes l'encerclèrent. Il leva les bras et leur dit de ne pas tirer. Il expliqua qu'il était le soldat Yann de l'équipe de patrouille. À 12 rennes, les hommes tirèrent. Leur cible était l'aberration. Derrière lui, l'équipe de l'unité d'intervention spéciale confirma que la cible avait été éliminée. Ruiz s'avança et lui demanda où était son arme. Il savait qu'il était fichu. Avant que ne puisse répondre, l'homme de l'équipe
d'intervention spéciale reçut l'ordre pour toutes les unités de se retirer du poste avancé vers la ligne défensive temporaire et personne n'était autorisé à entrer sans la permission de l'officier Song. À l'intérieur de la tente, Ruiz reçut un rapport indiquant 37 victimes au poste avancé du secteur. Parmi elles, 2 provenaient de l'Escassan de Braise, de l'unité d'intervention spéciale et 30 de l'équipe de patrouille. Cela conclut un rapport de victime pour l'incident. Au dû demander pourquoi il était détenu, il affirma qu'il était aussi une victime. Ruiz lui lut qu'à Dissepfin 3, il avait quitté son poste sans autorisation pendant 2 heures. Peu après son retour, l'émeute de la brume, un cramoisi s'était produite. Elle lui donna la chance de s'expliquer. Il devait trouver un moyen de s'en sortir. Par la parole. Il bégaya d'abord puis expliqua qu'il avait fait une sieste dans les ruines voisines mais avait informé leur capitaine. Son coéquipier dit qu'il est en retard à chaque mission et le capitaine laisse toujours passer. Sera l'agacé. Il le menaça du regard que s'il continuait à débiter des bêtises, il le tuerait. L'homme le prévint de ne pas piéger le capitaine. Ruiz réalisa que leur équipe de patrouille avait pas mal de problèmes. Comme s'il sentait qu'on parlait de lui, Jun éternua. Il était enveloppé de bandages sur tout le corps, mais le médecin assura qu'il n'allait pas mourir. Tous ses tests étaient au revenu plutôt normaux, mais le membre de l'équipe à côté de lui doutait que cela puisse vraiment être considéré comme normal. De retour dans la tente, Ruiz eut le dossier qui disait qu'il n'avait passé l'entraînement de base que 3 mois auparavant. Lors de la dernière bataille, même l'unité d'intervention spéciale avait perdu 2 personnes. Pourtant, Ao avait réussi à survivre. Ao répondit qu'il avait peur de mourir, et qu'il était dans une équipe d'athlétisme à l'école. Donc, il était plus rapide que la plupart. Il affirma que quand il avait vu la brume cramoisie arriver, il avait couru. Elle demanda pourquoi il rejoindrait l'armée s'il avait peur de mourir. Elle demanda s'il avait un autre objectif. Pendant les 6 mois où il avait cherché Yu, il avait constamment tué et absorbé des aberrations de bas niveau. Il avait progressivement appris à contrôler ses transformations entre forme de bête et forme humaine. Pendant 6 mois, il avait évité les gens comme un loup solitaire. Il utilisa la méthode la plus primitive pour fouiller chaque ruine, visitant chaque colonie humaine. En tant que soldat, Rui le traita de lâche qui s'accroche à la vie. Elle était furieuse qu'il ait abandonné son poste et retenu des informations. Elle s'attendait à ce qu'il connaisse les conséquences. Il demanda si elle allait l'exécuter. Elle lui murmura à l'oreille demandant ce qui se passait avec ses mains. Cela confirma qu'elle l'avait vu. Elle demanda pourquoi il mentirait, et quel était son véritable objectif. Leur conversation fut interrompue quand le sol trembla. Elle pensa que c'était un tremblement de terre, mais connaissait bien cette sensation. Il se leva et lui dit de courir. C'était une horde d'abrasions qui approchait. Elle fut agacée qu'il essaie de s'enfuir devant elle. C'était comme si elle n'était même pas là. Alors elle le maîtrisa. Les hommes avec elle eurent peur qu'elle ne perde la tête. Ils lui dirent d'y aller doucement car le sol il allait s'effondrer, et ce fut le cas. Ils tombèrent dans une zone sombre. Ils étaient maintenant sous terre. Il faisait trop sombre. Alors, Rui ordonna d'allumer les lumières. L'homme traita Ao de catastrophe ambulante. Rien de bon n'arrive quand il était là. Il répondit qu'il devrait se plaindre après s'en être sorti vivant. L'homme doutait qu'il puisse vraiment sortir. Ils allumèrent le bâton lumineux. Ils virent que la zone était comme un labyrinthe, creusé par une aberration. Rui leur ordonna de rester calmes et de vérifier leurs armes aussi de maintenir leur formation et de couvrir leurs arrières. Il y eut une rafale de vent. Cela attira l'attention de Ao. L'homme à côté d'eux. Il lui demanda pourquoi il avait jeté un coup d'œil là. Il répondit qu'il avait entendu du vent. L'homme pensa immédiatement que c'était une sortie. Alors il alla vérifier. L'homme rapporta joyeusement qu'il y avait bien une. Il félicita Ao, en disant que même s'il était un sale gosse, c'était un artiste de l'évasion de première classe. Il vit aussi de la lumière devant. Il s'excita en disant après avoir su qu'il y avait un chemin devant. Il ne remarqua pas qu'une aberration rampait derrière lui. Rui lui cria de se baisser. Elle tira et décapita. Monstre! Le fluide vert faillit le toucher. Le fluide de ses coléoptères était corrosif. Puis elle réprimanda l'homme, en lui disant de ne pas agir sans ses ordres. Elle reconnut qu'Eo évitait les risques. Elle lui dit qu'une fois sorti, il devrait tout expliquer. O se demanda ce qu'elle tramait. Elle connaissait son secret, et ne l'avait pas encore dénoncé. Puis ils entendirent un son. Ils purent dire que quelque chose arrivait. C'était une horde d'abrasions. De multiples créatures grouillantes jaillirent des crevasses. Ils étaient clairement dans le pétrin. Ces bestioles se mirent à ramper dans leur direction. Ils ouvrirent le feu tout en battant en retraite. Mais soudain, Ao perçut une présence. Ruiz, le remarquant, lui hurla de ne pas stopper sa course et de continuer d'avancer, mais il constata que les créatures s'étaient immobilisées. C'est alors que les autres soldats aperçurent quelque chose droit devant. Face à eux se dressait une aberration titanesque.
Ils l'identifièrent comme une classe dominatrice, une créature qui avait absorbé la brume écarlate et la transformait en pure énergie. Ao les prévint de rester sur leur garde, car cette chose était d'un tout autre calibre. Ruiz fit feu sur elle. Au même instant, la bête déchaîna son énergie. Elle fut touchée, mais lorsque Ruiz vit le rayon d'énergie foncer sur elle, elle resta pétrifiée. Par chance, notre héros intercepta l'attaque avec sa main métamorphosée. Elle n'en crut pas ses yeux. Il lui assura que s'il s'en sortait vivant, il lui donnerait toutes les explications. Puis, il métamorphosa également son autre main. L'inquiétude la gagna, car même son propre tir n'avait eu aucun effet. Elle se demanda s'il avait réellement une chance. Elle lui lança un sois prudent. Il acquiesça d'un signe de tête avant de foncer. Cette aberration de classe dominatrice lui remémora l'aberration qu'il avait déjà affrontée. Les monstres étaient classés par rang. Éclaireur, limier, dominatrice, colosse, et jusqu'à la classe catastrophe. Il se mit à imaginer à quel point sa propre puissance augmenterait, une fois qu'il l'aurait absorbée. Après avoir porté son premier coup, il constata sa robustesse incroyable. Si ça avait été une créature ordinaire, elle serait déjà en morceaux. Son corps massif était comparable à un véhicule de combat blindé. Surdimensionné. Il en déduisit qu'elle avait dû dévorer un nombre incalculable de ses congénères. La bête l'attaqua, mais il esquiva avec agilité. Il se fit même la remarque qu'elle était d'une lenteur pathétique. Il se demanda si elle avait concentré toutes ses améliorations sur la défense, ce qui n'en faisait qu'une cible géante et lente. Pendant ce temps, les deux autres soldats continuaient de tirer, mais l'un d'eux n'en revenait pas. Ce type, qui d'habitude détale plus vite que n'importe qui, celui qui a la trouille de sa vie à la moindre occasion. Ça les a poussés à se demander qui était réellement ce Yann Trulli. Rui leur expliqua qu'il s'agissait d'un sujet expérimental, secrètement mis au point par l'unité spéciale du gouvernement unifié, afin de combattre les créatures extraterrestres. L'homme peinait à le croire. Le même gars qui avait mis 3 mois entiers, juste pour passer l'entraînement de base. Celui qui file plus vite que son ombre au premier signe de danger, il serait en réalité une arme de combat anti-créature? Ils demandèrent à Rui si elle le savait depuis le début. Elle répondit qu'elle n'en avait eu la confirmation que lorsqu'il avait intercepté l'attaque de la bête pour la protéger, quelques instants plus tôt. L'autre soldat resta silencieux. Il s'agissait de Lin Yongji, l'officier en second de l'escouade d'expédition de la brume cramoisie. Il se demandait si l'unité spéciale possédait réellement de tels sujets expérimentaux, ou si, au contraire, sa capitaine Russler y dissimulait quelque chose. Elle expliqua alors qu'il s'était échappé du laboratoire et que personne ne s'attendait à ce qu'il s'infiltre au sein de la patrouille frontalière. L'homme demanda alors si le récent incident de l'éruption de la brume cramoisie était de son fait. Elle répondit que cette possibilité ne pouvait être exclue, et que c'était la raison pour laquelle elle devait impérativement mener son enquête sur lui. Elle prévint le soldat qu'il s'agissait d'une information classée top secrète au sein de l'unité spéciale. Donc tout ce qu'il verrait ou entendrait ne devrait absolument pas être divulgué. Elle a confirmé si le soldat de patrouille avait bien compris. Il a répondu oui. La grande aberration a de nouveau accumulé de l'énergie dans sa gueule. Puis elle a libéré l'énergie condensée sous forme d'orbe et ça ce n'était pas bon du tout. Il a dit 3 d'esquiver ça a frappé le sol. Rue a pu l'éviter. Le soldat de patrouille anonyme a été surpris qu'il soit en vie. Yang Ji l'avait attrapé pour l'aider à esquiver plus tôt. Puis ce patrouilleur a vu que sa jambe était blessée. Yang Ji. Gilles a assuré qu'il ne mourrait pas. Il n'arrivait pas à croire qu'un homme d'une unité d'opération spéciale ferait cela pour une personne de si basse condition qui n'était qu'un simple soldat. Yang Ji a répondu qu'une jambe en échange d'une vie était une sacrée bonne affaire. Mais le patrouilleur était inquiet car sa mission était de cibler une bête et il venait de perdre une capacité de combat importante pour lui. Il a précisé qu'il n'était pas devenu soldat juste pour tuer ces bêtes maudites. Il existe pour protéger et en tant que dernier bouclier de l'humanité, il n'abandonnerait jamais personne. Cela a laissé le patrouilleur sans voix. Pendant ce temps, O a été projeté par le monstre. L'énergie de la brume cramoisie était épuisée. Il ne pouvait plus maintenir sa transformation à un seul bras. Il était face à un insecte épineux à bouclier d'acier de classe Dominator. Maintenant, il avait appris à quel point cette classe Dominator était problématique. L'insecte épineux à bouclier d'acier de classe Dominator a rugi bruyamment. Il a ciblé Ao mais il a été touché sur le côté. C'était Rui. Elle a crié à Ao qu'il ne pouvait pas mourir, pas encore. Il y avait encore tellement de choses qu'il devait y expliquer. L'insecte épineux à bouclier d'acier de classe Dominator a ri. Rui l'a remarqué. Puis elle a vu la brume cramoisie jaillir de la grotte. Les tunnels interconnectés lui permettaient de transférer facilement la brume cramoisie d'autres endroits et à cause de cela, l'insecte pouvait reconstituer son énergie. Elle a vu sa blessure commencer à guérir. Si cela continuait, il retrouverait à nouveau son état optimal.
Elle a réalisé que l'éruption soudaine de brume cramoisie à l'avant-poste plutôt était son œuvre. Elle savait qu'il ne pouvait pas le tuer. Alors, elle a suggéré de fuir tant qu'il le pouvait. Mais il a refusé. Il voulait le tuer. L'invocation de la brume rouge l'avait également revigoré. Maintenant qu'ils ne pouvaient plus bouger imprudemment, c'était leur meilleure chance d'attaquer. Mais s'ils échouaient, ils mourraient là. Il avait terré aux portes de l'enfer de nombreuses fois et une fois de plus, cela n'avait aucune importance. Elle a été d'accord avec lui et a saisi la seule chance qu'ils avaient. Elle prévoyait de déchaîner toute sa puissance pour faire exploser son armure de tête. Ensuite, Oao en profiterait pour détruire complètement son cerveau. C'était la seule façon pour eux de le vaincre. Elle a ouvert le feu. Au même moment, Ao s'est dirigé vers le monstre. Grâce à l'attaque de Rui, l'armure de tête avait été brisée. Puis Ao a enchaîné avec sa propre attaque qui a atterri sur sa tête et il a continué à l'attaquer sans relâche. Le fluide vert s'est échappé de son corps. Rui a attendu pour savoir s'ils avaient réussi. Ao est tombée de sa tête et s'est écrasée au sol. Elle s'est immédiatement précipitée à ses côtés. Elle lui a demandé s'il allait bien. Elle a vu quelque chose tomber sur lui. C'était une photo. Elle n'a pas remarqué le cristal noir dans sa main. Il s'est enfoncé dans sa paume. Au plus profond de sa conscience, il était d'abord confus et plus tard, il s'est vu. Mais il ne pouvait pas contrôler son corps. Il a réalisé qu'il s'était complètement transformé en bête. Mais il était confus quant à ce qu'il faisait. Il se demandait si c'était comme sa vie qui défilait devant ses yeux. Il a vu un ADN lumineux. Finalement, il a senti qu'il pouvait bouger, et il a senti quelque chose sur sa poitrine. C'était le cristal à l'intérieur de la géante aberration. Cela ressemblait à une sorte de corps énergétique. Il était confus de savoir comment il s'était transféré sur sa poitrine alors qu'il le tenait juste avant. Puis il a absorbé la brume cramoisie. Non seulement cela, mais il la stocke aussi. Donc même s'il absorbe encore plus de brume cramoisie qu'avant, il n'aura plus à s'inquiéter de perdre le contrôle. C'était comme une assurance au cas où il perdrait le contrôle. Il récupérerait la brume cramoisie dans son corps et restaurerait sa santé mentale. De cette façon, il pourrait absorber l'aberration sans hésitation et évoluer plus fort. Il n'avait plus besoin de s'inquiéter de compter chaque élimination. Il a été déçu d'apprendre que le cristal avait une capacité limitée. Si cela continuait, il éclaterait. Puis il s'est souvenu de quelque chose lors du dernier mouvement de l'insecte, il avait consommé une énorme quantité de brume cramoisie. Puisqu'il peut absorber la brume cramoisie, il l'a fait converger. Pendant ce temps, son corps était placé dans un lit d'hôpital. La brume cramoisie s'échappait de sa poitrine. Finalement, il a ouvert les yeux. Puis il a rassemblé la brume cramoisie dans sa paume. À ce moment-là, Rue est entrée et l'a vu. Elle a paniqué et lui a demandé ce qu'il faisait. Il lui a crié de s'écarter. Puis l'énergie a éclaté avec une telle force qu'elle a jailli vers l'extérieur. 5 minutes plus tôt, le patrouilleur avait fait son rapport à Ruiz concernant la jambe de Yongji. Elle a répondu qu'il était un soldat et qu'il y était préparé. Il n'avait donc pas besoin de se blâmer. Rue est entré dans la chambre d'hôpital. Yongji lui a demandé ce qu'il en était de haut, car il n'avait jamais entendu parler de l'unité spéciale ayant des sujets de test. Elle a répondu que c'était une affaire top secrète. Elle a pris sa tablette et lui a conseillé de se concentrer sur sa convalescence et de ne pas se soucier d'autre chose. De plus, elle l'avait informé qu'elle avait demandé son transfert au département logistique du quartier général afin qu'à partir de ce moment-là, il puisse enfin se reposer correctement. Il a répondu qu'il rapporterait la vérité à son père, le chef d'état-major Songlian. Il était convaincu qu'il ferait son propre jugement. Cela l'a rendue furieuse et lui a rappelé qui était son officier supérieur. À partir de ce moment-là, ses privilèges de communication ont été gelés. Il n'était également autorisé à aller nulle part. Après cela, elle est allée directement voir dans la chambre 314. Ils sont arrivés dans sa chambre. Elle a ordonné aux patrouilleurs de monter la garde à la porte. Personne n'était autorisé à entrer sans son commandement. Et quand, au moment où elle a poussé la porte, tenait une boule d'énergie concentrée dans sa paume. Il a été stupéfait de la voir. Elle lui a demandé ce qu'il fabriquait, tandis qu'il lui hurlait de s'écarter du chemin. Il perdait le contrôle de cette énergie instable. Lorsqu'elle s'est déchaînée, elle a dû plonger au sol pour l'esquiver. La déflagration surpuissante a également projeté le patrouilleur qui se trouvait à l'extérieur. L'onde a traversé 3 bâtiments, fendant le dernier en 2. De sa fenêtre, Yongji a vu que l'entrepôt désaffecté avait été littéralement perforé. Il s'est demandé si c'était l'œuvre d'Ao. Si oui, il se demandait combien de temps Rui parviendrait à étouffer l'affaire. Le patrouilleur, tremblant de tous ses membres, se lamentait sur son sort. Il hurlait à l'aide, suppliant qu'on le sorte de là. Rue, elle, a reconnu la technique, c'était celle de l'insecte qu'ils avaient affronté. Ce qui l'intrigua, c'était de comprendre comment eux pouvaient maîtriser directement les capacités d'une aberration, sans même porter d'armure de béatification.
Elle lui a fait savoir qu'il lui devait quelques explications. Ils se sont retrouvés sur le toit de l'hôpital, pour pouvoir parler tranquillement. Elle a écouté ses révélations, et a résumé la situation. Non seulement il pouvait absorber le noyau bestial d'une aberration, mais il était aussi capable d'en assimiler les compétences. Il a ajouté que ce n'était pas tout, car il pouvait également absorber et emmagasiner davantage de brume cramoisie, et que les cristaux en lui pouvaient s'auto-réparer. Elle a esquissé un sourire quand il a fait remarquer qu'il cumulait pas mal de particularités. Il a admis avoir acquis leur force et leur pouvoir, mais il craignait aussi de devenir lentement l'une de ces créatures. Cette pensée l'a amené à se demander si un être comme lui pouvait encore être qualifié d'humain. Il lui a alors demandé ce que, elle, voyait en lui. Elle a répondu qu'il était unique en son genre, et qu'être un homme ou un monstre dépendrait uniquement de la manière dont il choisirait d'utiliser son pouvoir. Elle savait que sa puissance était à la fois un fléau et une arme redoutable. Elle lui a donc présenté deux options. Soit il rejoignait le sang ardent et intégrait son escouade en tant que soldat de réserve, soit il serait catalogué comme une menace et éliminé, au même titre que les aberrations. Il l'a questionné sur ce que signifiait éliminer. Elle a alors concédé que les troupes de la ville n'en avaient pas les moyens, pas même elle. Mais imaginez qu'il puisse affronter seule l'unité spéciale. Relevé de la pure arrogance. Elle a insisté sur les avantages de rejoindre son escouade, un statut, des informations et des ressources, ajoutant qu'elle se chargerait personnellement de tous les ennuis qui pourraient lui tomber dessus. Il était amusé qu'elle soit prête à prendre sous son aile un individu aussi instable que lui, qu'elle venait à peine de rencontrer et dont le pouvoir était totalement hors de contrôle. Il a deviné que le jeu en valait la chandelle et que si elle se donnait tant de mal pour le recruter, c'est qu'elle devait avoir une autre idée en tête. Reconnaissant sa perspicacité, elle a admis qu'il y avait bien une raison précise pour laquelle elle avait besoin de lui. Elle l'a rassuré, lui disant qu'elle ne le voyait pas comme un ennemi, et a suggéré qu'il considère cela comme un marché. Sa surprise fut totale quand elle a sorti une photo de lui en compagnie de sa sœur. Elle l'a alors mise en garde de ne jamais la sous-estimer. Si elle décidait de fouiller dans son passé, ce ne serait qu'une simple formalité pour elle. Puis, elle lui a annoncé que s'il rejoignait le sang ardent, elle mettrait à sa disposition leurs puissants moyens, son réseau de renseignements de pointe, et toutes les ressources à sa disposition pour l'aider à retrouver ça. Ao savait pertinemment qu'il y avait une limite à ce qu'il pouvait accomplir en cherchant à l'aveuglette par ses propres moyens. Et comme elle l'avait souligné, un grade plus élevé dans l'armée lui ouvrirait bien plus de portes et faciliterait grandement ses recherches. Il accepta le marché, non sans suggérer que, puisqu'elle avait tant besoin de ses services, une petite revalorisation de salaire serait la bienvenue. Il avoua que toutes ses précédentes paix avaient été englouties dans la recherche de sa sœur. En tant que capitaine des Sangs Ardents, elle approuva sa demande, le nommant soldat de réserve des Sangs Ardents avec une solde et des avantages au plus haut échelon. Puis, elle lui ordonna de déguerpir pour s'occuper de la paperasse. Il obtempéra, se dirigeant vers l'équipe de patrouille pour officialiser son transfert sur le champ. Mais avant qu'il ne franchisse la porte, un détail lui revint. Elle avait réglé la note pour les dégâts qu'il avait causés à l'hôpital, une somme qui serait bien évidemment déduite de son salaire. Cette pensée la ramena à son oncle, renforçant sa détermination à le sauver. Ao, lui, n'en revenait pas de devoir payer pour ça. Pendant ce temps, Roux était persuadé qu'il détenait la clé pour ramener une créature hors norme à son humanité. Quelques jours plus tard, au bâtiment de la garnison de la patrouille de Shizi, Ao apprit qu'un autre patrouilleur rejoignait aussi l'unité d'intervention spéciale. Ce dernier se gargarisait du fait que le capitaine et l'adjoint Yongji le tenaient en haute estime. Même affecté à la logistique, il était certain qu'il finirait par collaborer. Ao ne se rappelait même pas du nom de ce type. Il ne l'avait jamais vraiment calculé. Soudain, le fanfaron aperçut le capitaine Jun, qui semblait en piteux état. Ao tourna la tête. Jun avait le bras droit et la jambe gauche dans le plâtre. Le colosse se rappela l'avoir giflé pour une femme muette. Et voilà maintenant Jun, tel un chien battu, suppliant l'équipe de défense de la ville pour obtenir la pension d'un de ses hommes. C'est alors que Janshi, le capitaine de l'équipe de défense de Kishi, lui balança un coup de pied. Le patrouilleur qui accompagnait Ao, fou de rage, se jeta sur eux mais fut aussitôt neutralisé par deux hommes. Il hurlait qu'on lâche son capitaine. Shi attrapa la mâchoire de Jun, lui cracha au visage, et exigea qu'il se mette à genoux pour lécher la crasse de ses bottes. Sinon, il en réduirait le bras du gamin en miettes pour lui en faire une béquille. Jun serra les dents, prêt à s'exécuter. Mais Ao le retint. Pas la peine de t'humilier pour ça, lui dit-il. Jun, stupéfait de le voir, n'en croyait pas ses yeux. Ao lui rappela qu'il lui avait été d'une grande aide par le passé, c'était à son tour de lui. Il renvoyait l'ascenseur. Il fit savoir à la cantonade que si quiconque osait toucher à un seul cheveu du capitaine, il se chargerait personnellement de les transformer en pièces détachées pour le chauffage.
La menace mit le feu aux poudres. Tous se ruèrent sur lui, criant qu'ils cherchaient les ennuis. Ao esquiva leur charge désordonnée. Dans un mouvement fluide, il faucha le premier d'un coup de pied, brisa la garde du deuxième d'un coup de coude. En un instant, les 4 étaient à terre. Puis le gars derrière Shi a crié que leur capitaine était un guerrier de... Ils lui ont dit qu'il serait mort pour les avoir attaqués. Au fond de lui, Shi était surpris qu'il ait mis ses hommes à terre, en seulement 4 secondes. Cela le faisait se demander comment il était si rapide. Shi a pointé son arme sur Ao. Il ne pouvait pas croire que cette racaille de l'équipe de patrouille osait s'opposer à la garde de la ville. Il a tiré 3 balles sur lui. Puis Ao a attrapé l'arme tout en lui disant la vitesse à laquelle il avait tiré. C'était bien trop lent. Puis Ao a écrasé l'arme dans ses mains. Il lui a dit que sa vitesse n'était même pas 1% de celle de Rui. Shu est devenu furieux et a sorti un poignard mais Ao lui a attrapé la main, il a jeté l'arme et a saisi Char par le cou. Il s'est souvenu que le gars voulait que le capitaine s'agenouille. Il a resserré sa prise. Ce qui a fait paniquer Shu l'a fusillé du regard et lui a dit que c'était son tour. Puis il a tabassé ce type au sol, le laissant inconscient et la bouche écumante. Les autres hommes n'arrivaient pas à croire qu'il avait esquivé une balle et écrasé un pistolet de série à main nue. Au fond de lui, O a réalisé que la force physique améliorée par le corps de bête dépassait ses attentes. Les membres de l'équipe de défense l'ont traité de monstre, puis ils se sont enfuis. Il a ramassé la béquille, puis le patrouilleur s'est approché de lui, il lui a dit qu'il était comme un dieu de la guerre. Il lui a demandé s'il allait bien. Il a répondu que son corps pouvait encaisser les coups. Ao a donné la béquille à Jun. Il l'a remercié mais Ao a répondu qu'il n'avait rien à le remercier, car il avait toujours pris soin de lui. Le défendre était la seule chose qu'il pouvait faire. Mais Jun s'est inquiété que l'équipe de défense de la ville ne vienne lui chercher des ennuis. Le patrouilleur lui a dit qu'il n'avait rien à craindre car, et lui était devenu membre de l'unité d'intervention spéciale. Donc l'équipe de défense de la ville n'oserait rien leur faire. Cette nuit-là à Chichi City, unité d'intervention spéciale base, temporaire, Rue a demandé si toute la paperasse de transfert était faite. Il a répondu oui, puis elle l'a informé qu'elle avait envoyé sa candidature pour rejoindre l'équipe au quartier général et que le quartier général l'avait approuvé. Il a été impressionné par leur efficacité. Il a demandé si cela signifiait qu'il était devenu un membre officiel, et lui a dit de ne pas se précipiter, car la prochaine étape était la vraie étape. Il devait partir immédiatement pour le quartier général de Heng, afin de participer à l'évaluation d'entrée pour la division de combat de l'unité d'intervention spéciale. Elle croyait qu'avec sa force, réussir ne serait pas un problème. Musique. Il était confiant qu'il établirait même un nouveau record. À Yusheng, le véhicule blindé a fait son chemin. Rui a informé Rao que Yusheng était la capitale de l'unité spéciale. Le quartier général du sang ardent s'y trouvait également. A avait entendu dire que le rang minimum pour un membre officiel du sang ardent était un guerrier de randé. Il a demandé comment ces rangs étaient déterminés. Il a pointé du doigt le patrouilleur anonyme à côté de lui et a dit qu'il était faible. Alors il ne pouvait pas croire qu'il passait l'évaluation du sang ardent. Le patrouilleur anonyme a répondu qu'il pouvait encaisser les coups. Ruiz a précisé qu'il rejoignait l'équipe logistique, pas l'équipe de combat. Donc il n'avait pas besoin de passer l'évaluation de combat. Le patrouilleur anonyme l'a informé que l'équipe logistique combattait juste à côté de l'équipe de combat. Donc plus tard, pourrait avoir à compter sur lui. Puisqu'ils avaient trop beaucoup de temps pendant le trajet, Rue a voulu partager quelques informations. Elle a expliqué que les personnes comme elle, capables d'utiliser certaines capacités spéciales, étaient collectivement connues sous le nom de guerriers. La puissance de combat d'un guerrier était divisée en 6 rangs. S, A, B, C, D et E. Le quartier général de l'unité d'intervention spéciale dispose d'un système de classement spécial. Les bases qu'ils examinent sont la force physique et l'endurance. Quant aux aberrations, elles sont classées du plus faible au plus fort. Les 5 classes étaient classe éclaireur, classe lignée, classe seigneur, classe béote et classe calamité. Dans des circonstances normales, un guerrier de rang E peut vaincre une aberration de classe éclaireur. Selon la même logique, les guerriers de rang D pouvaient gérer une aberration de classe lignée. Les guerriers de rang C et BS, un débrouillé contre une aberration de classe seigneur, et un guerrier de rang avait géré une aberration de classe B. Et Motte, et seul le guerrier de rang S pouvait gérer une aberration de classe calamité. En plus de cela, l'affinité avec un noyau de bête affecte également le rang. Hao a posé des questions sur l'affinité du noyau de bête. Elle a expliqué que dans le monde actuel, seules les aberrations qui ont muté à partir de la brume cramoisie possèdent des capacités spéciales. Les guerriers humains, en revanche, pouvaient éveiller des capacités spéciales quand s'accorde au noyau de bête d'une aberration par l'armement du noyau de bête. Ainsi, des éléments comme sa condition physique, son talent, et même sa chance affectent tout son affinité avec le noyau de bête.
Plus son affinité est bonne, plus la qualité et le nombre de capacités qu'il peut éveiller sont élevés. S'il ne peut pas s'accorder à un noyau de bêtes, le rang le plus élevé qu'il puisse atteindre est le rang E. Le camion militaire s'était arrêté. Un membre de l'équipe de défense de la ville les a informés que la rue était fermée en raison de la circulation. On leur a conseillé de faire un détour. Ils n'arrivaient soit pas à croire que ces hommes osaient enfin bloquer l'unité d'intervention spéciale. La défense de la ville a argué qu'il y était également en mission officielle, donc ils n'avaient pas le choix. Une voiture blanche avec un logo de vigne verte entrelacée est passée. Rue l'a vue et s'est demandé ce qu'un gros bonnet du groupe Vigne Verte faisait là. Elle pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Une heure plus tard, sur le site d'évaluation d'entrée du sang ardent, l'homme en face a informé tout le monde que le sang ardent était le bouclier le plus solide de l'humanité et la lame la plus affûtée de l'unité d'intervention spéciale. Il est Ling Yongshin, examinateur en chef du sang ardent, également un guerrier de rang A. Il ne se souciait pas de leur origine, mais une fois qu'il devrait de se plier à ces règles. Il les a prévenus que le favoritisme n'aurait pas sa place. Il se moquait éperdument de savoir qui ils étaient. S'ils n'avaient pas l'étoffe requise, alors ils pouvaient faire une croix sur leur avenir à sang ardent. La première épreuve fut l'évaluation physique. Pour commencer, un sprint de 100 mètres, lesté d'un poids de 50 kg. Ao a pulvérisé la distance en seulement 5,10 secondes. Vint ensuite le tour de l'haltère à force électromagnétique. Ao a stupéfié l'assemblée en soulevant les 100 kg. Après quoi, le test de puissance de frappe s'est avéré n'être qu'une simple formalité pour lui. Il a littéralement démoli la machine, rendant tout calcul de son score impossible. 10 minutes plus tard, il informait l'examinateur en chef qu'il avait déjà terminé toutes les épreuves. Yongin a confirmé ses dires et a proclamé son score, 198 points. La stupeur fut générale, car le précédent record pour une recrue n'était que de 140. Des rumeurs de tricherie ont aussitôt commencé à circuler. Quelqu'un s'est approché de Yongin pour exprimer son scepticisme, rappelant que le record officiel était de 140 points. Cet homme, Zhang Jin, qui était le frère cadet du capitaine de l'équipe de défense de la ville de Kishi, refusait d'admettre que Hao ait pu pulvériser le record. Yongin a rétorqué qu'il avait personnellement supervisé chaque étape et que les caméras avaient tout enregistré. Il s'est senti offensé, comme si on l'accusait d'avoir accordé un passe-droit à Hao. Zhang Jin a répliqué qu'il n'oserait jamais insinuer une telle chose, mais que sa curiosité était piquée. Il a alors demandé à Hao s'il faisait partie de l'équipe de patrouille de la ville de Kishi. Hao, un peu déconcerté, a hoché la tête affirmativement. Son interlocuteur lui a alors dit qu'il voulait simplement le saluer en tant que compatriote de la même ville. Mais derrière cette façade, il nourrissait déjà des intentions bien plus sombres à l'égard du jeune homme. Il comptait venger son frère aîné qui avait été humilié. Hao fut intrigué qu'il mentionne leur ville d'origine commune. Yongjin l'a alors informé de l'identité de ce type. Il s'agissait de Zhang Jin, un de ses fils à papa de l'équipe de défense de la ville de Kishi. Il lui a demandé s'il le connaissait, mais ce n'était pas le cas. Toutefois, en apprenant son affiliation avec l'équipe de défense de Kishi, comprit que toute cette clique de la défense urbaine était corrompue jusqu'à la moelle. Un peu plus tard, Yongin annonça les résultats de l'épreuve physique. À la 30e place se trouvait Jong-san avec 89 points, et ainsi de suite. Puis, la 3e place fut occupée par Zhang Jin avec 123 points. La 2e place revint à Jin avec 135 points, et la 1re place fut attribuée à Hao et son score écrasant de 198 points. Une femme blonde dans l'assistance semblait absolument aux anges. Elle était venue assister à cette évaluation par pure curiosité, mais elle n'en croyait pas ses yeux qu'un novice d'une telle puissance puisse exister. Elle brûlait d'envie de l'étudier de plus près. Cette personne était Zhen Ying, une chercheuse du bureau du renseignement technique. Pendant ce temps, dans sa chambre de dortoir, Zhang Jin était en pleine conversation avec quelqu'un sur sa tablette. Il fulminait de ne pas avoir décroché la 1re place. Il se plaignait que 2 véritables monstres étaient apparus de nulle part, mais son interlocuteur, son frère, lui rappela sèchement que sans le soutien du groupe Greenvin, il n'aurait même pas été qualifié pour cette évaluation. Il lui a martelé qu'il n'avait qu'une seule chance. Il avait tout intérêt à ne pas rater son coup. Son unique objectif était d'intégrer le groupe des Sangardants pour son frère, qui attendait à la station de test des cœurs de bête. Yongshin les a rassurés, affirmant que l'épreuve était d'une simplicité déconcertante. Il fallait juste enfiler le protège-poignet, fourni, et y déposer le cœur de bête pour démarrer le processus. Toute personne affichant une affinité inférieure à 40% avec un cœur de bête serait éliminée sur le champ. Il a ensuite détaillé la nature d'un cœur de bête, pour les quelques novices qui l'ignoraient encore. Seules les aberrations de classe chien ou d'un rang supérieur sont capables de générer un tel artefact. La règle était simple, plus l'aberration est redoutable, plus la qualité du cœur qu'elle laisse.
Il est exceptionnel. En enchâssant un cœur de bête dans un armement d'aberration, un guerrier débloque des capacités spéciales, mimant les pouvoirs de la créature originelle. Les cœurs de qualité noire, les plus courants, provenaient des classes chiens et seigneurs. La hiérarchie des qualités était claire, du noir au rouge rouille, puis rouge sang, rose, et enfin le summum, l'or. Chaque individu possédait une affinité propre avec ses cœurs, développant des pouvoirs aux attributs variés, définis par cette connexion et son talent inné. Ces pouvoirs pouvaient être élémentaires, de puissance brute, ou encore de contrôle et de soutien. Le protège-poignet, qu'ils utilisaient, était le plus basique des armements d'aberration. Il ne servait qu'à mesurer leur affinité personnelle et ne leur conférerait aucune aptitude au combat. Une fois qu'ils intégreraient officiellement la division de combat des Sangardans, ils recevraient des cœurs de bêtes de premier choix et des armements bien plus performants. Sur ce, il déclara le début du test d'affinité. Le premier candidat, Randé, obtint un score de 39%. Il s'effondra de désespoir. Lui qui s'était classé 5e à l'épreuve physique trouvait que cette évaluation était encore plus impitoyable que de chasser des aberrations. Le candidat suivant, Render, atteignit 56% d'affinité. Fou de joie, il célébra sa réussite, réalisant qu'il allait enfin pouvoir rejoindre les Sangardans. Ce fut alors au tour de Jinx. Le regard injecté de sang, il s'empara du cœur de bête et le plaça sur le protège-poignet. Puis, il lui ordonna de se soumettre. Un instant plus tard, le score s'afficha. Randé, avec 605 d'affinité. La stupeur s'empara de l'assemblée. Le choc était total, car la recrue la plus forte de l'année précédente n'avait atteint que 56%. Il était sans doute le plus puissant de la promotion de cette année. Jinx proclama qu'il n'était qu'une bande de nuls et que lui seul était le plus fort. Ao. Elle observa son attitude arrogante tandis qu'il quittait l'estrade. Moment que choisit Ying pour l'aborder. Elle lui demanda s'il venait bien de la ville de Chichi. Elle était intriguée, se demandant pourquoi elle n'avait jamais entendu parler de quelqu'un d'aussi puissant que lui auparavant. Elle se présenta comme une experte du bureau technique, ce qui rendait sa présence d'autant plus surprenante, car il avait réussi à échapper à son radar, un fait qui l'impressionna. Elle en déduisit alors que la fluctuation anormale de la concentration des brumes écarlates dans la ville de Chichi, quelques jours plus tôt, devait certainement avoir un lien avec lui. Il tenta de jouer les innocents, mais elle lui assura que ce n'était pas un problème, même s'il refusait de l'admettre. Elle voulait simplement lui faire comprendre à quel point son profil l'intéressait. Il y vit une occasion de soutirer des informations à cette mademoiselle je sais tout. Elle accepta, mais à une condition. Une condition. Si elle parvenait à le surpasser, elle lui révélerait tout ce qu'il désirait savoir. Ce fut alors qu'on l'appela pour son tour de s'avancer. Captivant l'attention de l'assemblée, elle clama haut et fort qu'elle s'apprêtait à pulvériser le record de Jean. Ao se demanda si elle en avait vraiment les moyens, pendant que Jean la couvrait d'insultes. Elle saisit la pierre d'obsidienne, la fit rouler entre ses doigts avant de la déposer sur son protège-poignet. C'est alors que le résultat s'afficha. Randé, avec 78% d'affinité. La stupeur se lut sur tous les visages. C'est là qu'ils la reconnurent enfin. C'était la fameuse Jingy. Un large sourire illumina son visage. En retournant à sa place, elle ne manqua pas de souligner qu'elle avait tenu sa promesse de battre le record de Jean. La rage envahit ce dernier. Tout comme Ao, il ne pouvait pas laisser cette petite peste s'en tirer comme ça. Ce fut au tour d'Ao, le dernier appelé. Maintenant qu'il avait vu sa puissance réelle, il commençait à croire qu'elle ne bluffait pas. Elle en savait peu, être bien plus qu'elle ne le laissait paraître, et Ying lui demanda s'il sentait la pression monter. Pour avoir ne serait-ce qu'un indice sur sa sœur, il était absolument déterminé à remporter ce pari. Il lui lança de bien observer. D'après Rui, son rang devait être au minimum de classe C. La qualité du cœur de bête était d'un noir profond, identique à celui qu'il avait lui-même absorbé. Sa curiosité était piquée au vif. Quel serait son propre taux d'affinité? Il positionna la pierre sur le protège-poignet et se prépara mentalement à découvrir l'ampleur de son véritable potentiel. Il visait un rang C, au bas mot. Il imaginait déjà la stupéfaction générale, les mâchoires tombant de surprise, car c'était le niveau d'un chef d'escouade. Mais à la place, le système afficha erreur. Un tel résultat était absolument sans précédent. Puis le verdict tomba, 0%. Jean éclata d'un rire gras et moqueur. C'était à mourir de rire, même les cœurs de bête ne voulaient pas de lui. Ao se bidonnait. C'est alors qu'il remarqua son protège-poignet, qui émettait une étrange brume cramoisie. Son corps semblait littéralement dévorer le cœur de bête. Ying n'en croyait pas ses yeux. 0%. Le pire score jamais enregistré était de 1%. Il fallait absolument qu'elle immortalise ce moment. Elle savait que le vieil homme allait adorer ça. Jean, un sourire diabolique aux lèvres, pointa du doigt le noyau de bête. Il hurla qu'Ao avait volé le précieux noyau.
Sur le champ, Yongshin ordonna à Ao de lever la main afin qu'il puisse inspecter son protège-poignet et le fameux noyau. Mais, il avait disparu. D'une voix glaciale, il demanda où il était passé, exigeant une explication. Ao répondit qu'il n'en avait aucune idée. Un profond malaise l'envahit. Il devait trouver une excuse, et vite, sinon, il allait finir à coup sûr comme un rat de laboratoire. Il décida de tenter le tout pour le tout. Il fit passer sa bestialisation pour une capacité spéciale activée par le noyau. Pour preuve, il leur montra ses mains qui se muaient en griffes. Jean resta bouche bée. Il se demandait ce que c'était que ce délire. Sans une seconde d'hésitation, Yongshin dégaina ses armes et mit toutes les unités en alerte. Il ordonna aux autres participants de reculer, tandis que Ying, elle, jubilait à la vue de cette bestialisation. Jean, paniqué, se demandait si ce type était infecté. Une fois de plus, Yongshin leur hurla de s'écarter. Il était bien décidé à régler ce problème lui-même, sur le champ. C'est alors que Ying interpella Ao, pour voir s'il l'entendait. Il lui répondit simplement. Quoi? Yongshin marqua un temps d'arrêt, surpris qu'il n'ait pas perdu la raison. Ao, avec un calme déconcertant, lui expliqua que c'était simplement la capacité du noyau de bête qui s'était soudainement implanté en lui et que cela s'était produit. Ying était ravi. Il n'était pas devenu fou. Donc ce devait être une capacité de transformation. Elle était excitée parce que c'était la première fois que cela arrivait. Yongshin lui a dit qu'il avait décroché le gros lot, récupéré seul après s'être transformé était du jamais vu. C'était une capacité si rare. Cela a rendu Ao curieux de savoir qui était vraiment Ying car elle en savait tellement. Elle a souri et a répondu qu'elle était celle qui savait tout. Yongshan a révélé qu'elle était une candidate brillante pour le poste et aussi une chercheuse senior au bureau du renseignement technique. Son père, le Major General Jin Onsheng, était en charge de tout le département de recherche et développement technologique. Elle était agacée qu'il ait divulgué les secrets ruinant son aura mystérieuse. Yongin a clos la conversation demandant à Ao de remettre le noyau de bête. Il était dans l'embarras. Il a admis ne pas vouloir le garder mais la chose s'était fixée à son corps et ne voulait plus le quitter. Jean a entendu cela. Il a aussitôt pensé à le signaler aux gens de Greenville. Cela faisait de Ao le sujet de test idéal. À la radiologie, Ao fut scanné. Les chercheurs ne pouvaient à croire qu'un noyau de bête est poussé sur le corps d'une personne. Et puisque le noyau de bête avait fusionné avec son corps, il ne pouvait être retiré aisément. Ils ont demandé au directeur Jean son avis. Il a répondu que cela méritait d'être recherché. Il sentait qu'il y avait d'autres secrets. Le major général Jin Enching était le directeur adjoint du bureau du renseignement technique. Deux hommes sont entrés, s'informant de la situation et des antécédents du jeune. Il a demandé si le sang ardent comptait toujours respecter les règles et refusait quiconque avec moins de 40% de compatibilité. Song Lian, le lieutenant général, chef d'état-major de l'unité de réponse spéciale, lui a dit de cesser d'être mystérieux et de révéler la situation. Ying dirigeait l'équipe, ayant développé l'équipement de test avec Greenwine. Il savait mieux que quiconque que c'était zéro. Ying a dit à son père de se dépêcher de révéler la vérité. Le suspense l'a tué. Elle a demandé ce qu'il en était de Ao. Il a révélé que les lectures de la machine étaient devenues folles. La compatibilité était inédite. Elle dépassait le maximum théorique de 100%. Léon a ordonné à Yongshin de le suivre sur le champ. Pendant ce temps, dans la machine, Ao a remarqué que le noyau de bête était passé du noir au rouge. Il se demandait si c'était dû à l'absorption du petit noyau de bête. Avant, absorber le noyau de bête d'aberration de classe suzerain lui avait permis de voler sa capacité et activer le noyau de cristal en lui. Maintenant, absorber un noyau de bête de bas niveau ne lui a pas donné de capacité, mais le noyau de bête fut renforcé. D'unir profond, il vira au rouge-rouille. Le stockage total de brume cramoisie avait augmenté de même que son efficacité d'absorption. Il prit une teinte brun rougeâtre terne, foncé comme du gon vieilli avec un finima et des impuretés sombres et marbrées. En d'autres termes, plus la bête est forte, plus il le deviendra, après l'avoir absorbé. Au QG de l'unité de réponse spéciale sans gardant, Ruiz se dispute avec Léon. Elle avait amené Ao alors elle lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas rejoindre son escouade. Il l'a sèchement rappelé à l'ordre, lui intimant de ne pas oublier sa position ni le ton à employer. Il a ajouté qu'elle se focalisait bien trop sur ce bleu de Rané. Elle a tenté de protester, invoquant la promesse de son père de l'intégrer à son unité. Mais Léo est resté inflexible. Il a rétorqué que la parole d'un soldat engageait le haut pays, et non une seule personne. Il lui a ensuite annoncé, sans appel, que Ao avait d'ores et déjà été affecté à l'escouade de Yanjin, et que cette décision était irrévocable. Il l'a alors mise au défi, comptait-elle vraiment affronter un chef d'escouade aguerri pour une simple recrue? Il lui a ordonné de regagner son poste sur le champ.
Elle n'eut d'autre choix que d'obtempérer, mais au plus profond d'elle-même, elle se jura de trouver un autre moyen. Pendant ce temps, au mess de la caserne Sans Gardant, une information capitale venait de tomber. C'était Ying qui apportait la nouvelle. Elle a révélé que le nid récemment repéré entre Lake City et Redstone City allait faire l'objet d'une mission d'exploration menée par des recrues. Elle a précisé avoir soumis une requête auprès de l'instructeur Young Sinin pour pouvoir y participer. C'est ainsi que Yano, classé rang C, fut officiellement affecté à l'unité d'intervention spéciale Sang Ardent, sous le commandement de Yang Shin. Peu après, ce dernier les a réunis pour le briefing. La mission consistait à investiguer et à évaluer le niveau de danger. Il a insisté sur la nécessité de rester sur leur garde. Bien qu'identifiée comme un simple nid, la brume cramoisie aurait pu altérer la menace. Ying, chercheuse senior du bureau de renseignement technique, s'est également jointe à l'escouade de Yangin. Elle lui a rappelé que la collecte de données était sa spécialité, ce qui justifiait sa présence. Le niveau de menace d'un nid de bête est classifié en 4 catégories: faible, moyen, élevé et extrêmement élevé. Il existe également une multitude de sous-types, comme la classification élevée, moyen. Le nid de bas niveau qu'il s'apprêtait à explorer était de type ruche. Sa particularité, une structure externe simple, dissimulant un réseau de galeries labyrinthiques. Mais le plus grand danger, c'était l'essaim massif d'abeilles piqueuses qu'il abritait, composé d'innombrables ouvrières et de quelques soldats. Ao, perplexe, demanda si une seule personne ne suffisait pas pour neutraliser un simple nid de frelons. Il avait du mal à croire qu'il faille mobiliser 3 véhicules blindés pour ça. Ying lui a répondu que les abeilles de fer n'avaient rien de comparable avec des insectes ordinaires. C'est alors que le pilote a crié qu'il voyait quelque chose d'anormal. Dehors, Ao aperçut les créatures. Leur taille le stupéfia. Comme l'avait dit Ying, ce n'était pas de simples insectes. C'étaient des éclaireuses abeilles de fer, bien plus menaçantes que des abeilles à miel. Aux commandes se trouvait l'ancien patrouilleur anonyme, désormais simple soldat dans l'unité d'intervention spéciale. Il leur a hurlé de s'accrocher. Au même instant, les abeilles ont déclenché leur pluie de dards. C'était leur mode d'attaque. Ying savait que le blindage du véhicule ne tiendrait pas longtemps. C'est là que Ao s'est proposé pour s'occuper de l'essaim à l'extérieur. C'était l'occasion rêvée de mettre à l'épreuve sa nouvelle technique. La portière à ses côtés s'est liquéfiée, puis il a bondi hors du véhicule. Il leur a ordonné de se mettre à couvert et de défendre leur position. Puis, il a foncé droit sur les créatures. Le patrouilleur n'en croyait pas ses yeux. Quel genre de pouvoir permettait de transformer une portière en arme? Ying, elle, a aussitôt expliqué qu'il s'agissait d'une capacité de transformation. Elle a précisé que durant son évaluation, Ao avait absorbé un noyau de bête. Mais à l'époque, sa faculté se limitait à son propre corps. Elle ne s'imaginait pas un seul instant qu'il pût désormais étendre ce pouvoir aux objets inanimés. L'idée qu'il puisse métamorphoser n'importe quoi en arme l'excitait au plus haut point. Il fallait absolument enregistrer ces données de combat pour les analyser en détail à leur retour. C'est à cet instant qu'un projectile a fusé en direction de Ao. La substance verte a transpercé son bras. Cette aberration était plus forte que les autres car elle pouvait percer ses défenses. Il devait trouver l'origine du tir sinon il serait épuisé tôt ou tard. Il leur a dit qu'il y avait un autre ennemi, mais sa position était inconnue. Il leur a conseillé d'être prudents et de se cacher. Ils se sont abrités derrière un rocher. Un membre de l'unité de réponse spéciale est parti, disant que les abeilles de fer craignaient sous le feu. Ying lui a crié de ne pas sortir. Dès qu'il a agi, il fut touché par les pointes vertes. Puis, le feu l'a englouti. Ao a demandé à Ying d'où venaient bon à ces pointes. Elle a vu que c'était une abeille reine de classe. Chien. Son darkodale contient un venin qui corrode les armures de rang C et moins. Elle ne pouvait croire qu'il y ait foin. Est une classe chien. L'info était fausse. Ce n'était pas un nid de bas niveau. Il a demandé leur aide pour les abeilles de fer éclaireuses pendant qu'il s'occupait de la reine. Elle était partante. C'était un type élémentaire, avec la capacité de base du vent. Elle a déchaîné une tempête et la rafale a emporté les abeilles de fer. L'abeille reine s'est montrée. Ao a enfin compris. C'était une énorme abeille menaçante. Il a tordu la porte la façonnant en lança. Et double lame. Puis il s'est préparé à attaquer. Il l'a lancée de toutes ses forces. La lance a filé vite. Elle a frappé l'abeille reine. Ao avait touché son point vital mais elle était totalement impassible. Ying se demandait comment une classe chien pouvait avoir tant de puissance. Elle avait une théorie. Alors, elle a dit à Ao de ne pas la laisser s'échapper car elle était sur le point de passer en classe suzerain. Mais Ao a choisi de s'allonger et de la laisser fuir car il était à court d'énergie. Sans brume cramoisie pour se recharger, son énergie s'est épuisée instantanément.
Il aurait voulu en avoir stocké pour combattre la reine. Ying l'a taquiné, lui demandant il faisait le mort avec son air sans vie. Elle a demandé s'il voulait un bouche à bouche. Il a répondu, ne pas être intéressé par les gamins. Sa réponse l'a agacé. Elle lui a donné une barre Snickers. Profitant d'une pause, il a précisé qu'il n'était pas à court d'énergie par faim. Il le grignotait quand les autres sont arrivés. Ils ont demandé s'ils allaient bien à la bien. Ao a répondu que oui et a suggéré de nettoyer le champ de bataille, d'installer un camp temporaire et de signaler la situation sans délai. Ying a répondu qu'elle l'avait déjà signalé. Après vérification, l'abeille reine était de retour dans la ruche et la concentration de brume cramoisie dans le nid restait faible. Ils pouvaient entrer avec leur combinaison de protection. Ao pense qu'ils devraient attendre des renforts, mais elle a argumenté que la reine blessée offrait une bonne occasion de collecter des données et de l'achever. Le niveau de menace du nid était passé à moyen élevé. S'ils réussissent, ils auront accompli une mission au-delà de leur rang avec de nombreux avantages. Pendant ce temps, au QG de l'unité de réponse spéciale au bureau du chef d'état-major, Léon a admis que les hautes sphères étaient très divisées. Il n'y a pas que des gens comme eux qui veulent qu'il devienne un combattant d'élite. Il y a aussi des scientifiques fous qui préconisent le cas de l'utiliser comme sujet expérimental pour la recherche. Il a dit à Yongshin de surveiller Hao de près, car il est spécial. Soudain, Yongshin a reçu un message urgent. Léon lui a ordonné d'y répondre. Il a reçu un rapport. Le niveau de menace du nid d'explorer Paro et les autres passait de faible à élevé et Ying était déjà entré. C'était absurde. Léon a déclaré que Ying, bien qu'elle semble peu fiable et méticuleuse, elle ne prendrait pas un tel risque. Il pensait donc que quelque chose clochait. Il lui a ordonné d'envoyer l'unité sans ardent, la plus proche en soutien. Ru dirigera l'équipe et partira sur le champ. Leur objectif principal était d'assurer la sécurité de Ying et Ao. Le second d'anéantir le nid de bêtes. À ce moment, Yongji est entré. Yongshin pensait qu'il était encore à l'hôpital. Léon a précisé à Yongshin qu'il avait fait suivre Rui par son frère. Il a demandé s'il y avait un problème. Yongshin a répondu non. Il a donc ordonné à Yongshin de se présenter à Rui sans délai et d'être son adjudant. Yongshin a réalisé que c'était lui qui avait arrangé que son frère soit aux côtés de Rui. Léon l'a fait pour sa fille. Bien qu'il ignore pourquoi elle s'intéressait tant à Ao. Pendant ce temps, Ao et Ying parcouraient le nid. Seul lui et elle avaient les combinaisons de combat protectrices résistant à la brume cramoisie. Il espérait que tout irait bien. Elle a vu que les lectures d'énergie n'avaient né à pas beaucoup changé. Mais si la reine d'avant évoluait en classe suzerain, la difficulté de nettoyer le nid augmenterait considérablement. Ao a senti quelque chose alors il lui a dit d'arrêter. L'abeille reine est apparue. Cette fois c'est une abeille reine mutante, blindée de fer et à aiguille. Sa taille et son appareil buccal caudal pourraient signifier qu'elle est de classe suzerain. Elle ne pouvait croire qu'elle ait réussi à évoluer alors que la faible concentration de brume cramoisie ne devrait pas permettre un tel avancement rapide. De plus, les autres abeilles à aiguilles empoisonnées de classe éclaireur avaient aussi été améliorées. Elle a réalisé que la concentration de brume cramoisie avait depuis longtemps dépassé le niveau d'alerte. Elle ne comprenait pas pourquoi l'analyseur ne les avait pas avertis. Elle est tombée à genoux et a commencé à tousser. Elle a remarqué que les combinaisons de protection avaient été trafiquées. Leur efficacité contre la brume cramoisie était affaiblie. Cela l'a fait penser à une taupe dans le sang ardent. La brume cramoisie a augmenté. Il lui a pris la main et a couru pour il retirer. Mais au fond, il était ravi que la brume cramoisie lui parvienne juste quand il craignait d'en manquer. Il devait d'abord mettre Ying en sécurité, sinon il ne pourrait pas combattre sereinement. Une grosse pierre est tombée devant eux. Il lui a dit de s'y cacher, l'endroit étant dissimulé et bien ventilé. Elle devrait tenir un moment. Puis, elle lui a ordonné de contacter le QG et de faire préparer des combinaisons de protection. Au renfort. Pendant qu'il retenait les aberrations, elle l'a assuré de les tenir informés des données dues et de là. Avant qu'il ne parte, elle l'a averti. S'il ne revenait pas, elle le traquerait jusqu'aux profondeurs de l'enfer et ne le lâcherait jamais. Il l'a assuré qu'il reviendrait. L'abeille reine l'a remarqué. Il a fait face à l'abeille reine mutante à aiguilles empoisonnées blindée de fer, de classe suzerain et à plusieurs autres abeilles d'éclaireuses en armure. Il se réjouissait d'avoir enfin acquis le pouvoir de défendre ceux qui lui étaient chers. Cette fois, il se fit la même promesse qu'à Ashway, ne pas faillir. L'essaim fondit sur lui. Il ne paie. Il lui restait qu'assez d'énergie de la brume écarlate pour une unique frappe. L'échec était inenvisageable. Il se concentra, condensant toute cette puissance dans sa paume avant de la déchaîner. Son attaque, l'explosion à condensation écarlate. La déflagration fut si violente qu'on pouvait la voir de l'extérieur même de la ruche. Il retint son souffle, se demandant si son coup avait porté ses fruits. Mais quand la brume se dissipa, les abeilles émergèrent, intactes.
Il n'en revenait pas. Pendant ce temps, 3 minutes plus tôt, Ying n'arrivait pas à croire que l'analyseur avait été saboté. Elle le répara en urgence pour obtenir une mesure précise de la concentration de brume écarlate. L'appareil signala aussitôt que la brume écarlate avait dépassé tous les seuils de sécurité. Les valeurs affichées étaient ahurissantes, plus de 2 fois le niveau d'alerte. Soudain, elle perçut une puissante bourrasque. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, une explosion venait d'avoir lieu au dehors. Ce n'était pas du tout un bon scénario. L'onde de choc avait brassé la brume écarlate, la densifiant en lui faisant absorber la brume à haute concentration. Les essaims d'abeilles purent ainsi évoluer à une vitesse fulgurante. Même les plus chétives de la classe éclaireuse avaient muté en classe molosse. Elles se jetèrent sur Ao. Il constata qu'elles étaient non seulement plus nombreuses, mais aussi bien plus fortes. Malgré la brume écarlate, sa vitesse de régénération d'énergie ne parvenait plus à compenser sa dépense. À ce rythme, il allait être totalement à court de force. Ying se demanda combien de temps il pourrait encore tenir. C'est alors qu'elle remarqua son cou. Il portait les premiers symptômes d'une corrosion par la brume écarlate. Elle comprit aussitôt que sa combinaison de protection avait elle aussi été sabotée. Elle jeta un œil à l'instrument de mesure. Les chiffres grimpaient en flèche. Elle sut alors que Ao était sur le point de perdre le contrôle. Elle devait l'aider, en commençant par disperser la brume écarlate qui l'entourait. Elle libéra alors une détonation de pression éolienne. Au moment opportun, elle la fit éclater. Ao fut désorienté lorsque la brume écarlate autour de lui se dissipa d'un coup. Il jura, voyant sa source d'énergie brutalement coupée. Les abeilles en profitèrent pour décocher leurs dards verdâtres. Il para l'attaque de son avant-bras. Les dards se fichèrent dans sa protection, et il sentit immédiatement leur effet paralysant. Elles lancèrent une autre salve de dards dans son dos. Il sut qu'il ne pourrait pas les esquiver. C'est alors que quelqu'un surgit et encaissa les projectiles de son propre corps. C'était Yongji, un combattant de type force, rang C. Ses compétences principales étaient la fortification corporelle, le durcissement et l'hyperdétection. Sa source de noyaux de bête provenait d'un pangolin suzerain. Il hurla à Ao de rester concentré. Le combat était loin d'être terminé. Les abeilles les encerclaient déjà. En un clin d'œil, elles furent découpées par des tirs laser. C'était l'œuvre de Rui, une spécialiste de type élémentaire, à distance. Ses compétences de base comprenaient l'électromagnétisme et ses applications, foudre, canon électrique, sable de fer, piratage informatique et magnétisation. Sa source de noyaux de bête était une anguille de classe Bémo. Ao lui demanda ce qu'elle fichait ici. Elle expliqua avoir reçu l'ordre du QG de leur prêter main forte. Puis, elle ordonna à toutes les unités de passer à l'attaque et d'exterminer cette maudite vermine. Son escouade obéit à ses ordres et chargea. L'équipe Alpha sécurisait le passage en avant. Une chaleur torride se propagea. L'équipe B avait embrasé le centre du terrain, forçant Yongji et Ao à battre en retraite sur ordre, pour se mettre à l'abri. Ils obtempérèrent sans hésiter. C'est à cet instant que la reine abeille les prit pour cible. Les premiers à l'apercevoir donnèrent l'alerte. Cependant, Roux leur hurla de ne pas se retourner et de continuer leur course effrénée. Elle n'avait pas anticipé. Il fallait que la reine soit de classe suzerain. Elle avait certainement employé sa technique spéciale, l'annihilation électromagnétique. Un champ électrique survolté, généré par le mouvement, capable de pulvériser et de paralyser tout ce qui se trouvait dans sa zone d'effet. Ils virent son assaut frapper une cible. En reconnaissant la reine abeille, ils comprirent aussitôt qu'il s'agissait de celle décrite dans le rapport, et qu'elle tentait de fuir par les airs. Mais avec la paralysie infligée par Rue, elle n'irait pas bien loin. Rue ordonna alors l'extermination de l'essaim alentour afin de donner la priorité au sauvetage. Ao n'en revenait pas de sa puissance. Yongji, non sans fierté, expliqua que la dernière fois, à Redstone City, Rue ne disposait même pas de son équipement principal, ni de sa combinaison de combat, ce qui l'empêchait d'utiliser son plein potentiel. Elle chercha alors Ying du regard. Ao lui indiqua sa position. C'est alors que Ying l'interpella, déclarant que si elle était arrivée 10 minutes plus tard, il n'aurait retrouvé que sa dépouille. Elle exigea qu'elle la soigne à leur retour, lui rappelant qu'elle lui devait bien ça pour l'avoir sauvée elle aussi là. Une fois précédente. La première mission, le sauvetage des blessés, était un succès. Ils demandèrent donc quelle était la prochaine étape. L'ordre tomba. Exterminer les essaims et neutraliser la menace du nid. Pendant ce temps, Ao saisit l'occasion pour recharger rapidement son énergie de brume cramoisie. Le tir précédent de son canon n'avait pas suffi à achever la reine. Il devait donc retenter sa chance. Il termina de recharger son énergie. Lorsqu'un son retentit, tous devinrent tendus et sur leur garde. La reine abeille aspirait toute la brume cramoisie émanant du nid. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à évoluer à nouveau.
Le détecteur les alerta, elle était sur le point de passer au niveau 4. Ying se demanda d'où pouvait bien provenir toute cette brume cramoisie. Elle commença à suspecter que le nid de la bête était en réalité d'un rang bien plus élevé. La reine abeille poussa un cri strident, faisant surgir une multitude d'abeilles de classe canine derrière elle. Hao leur lança de s'occuper des essaims, affirmant qu'il se chargerait de la reine car il avait une solution. Ru annonça à toutes les unités d'attaquer les sbires et de couvrir Hao. Ce dernier devait en finir une bonne fois pour toutes, ou tout le monde y passerait. Il la frappa. Sans relâche, mais ses griffes ne suffisaient pas à percer sa défense. Il déchaîna une nouvelle explosion de condensation cramoisie. L'onde de choc balaya la zone. Il attendit que la fumée se dissipe pour voir si son attaque avait porté ses fruits, mais elle riposta en déchaînant sa propre technique. Il comprit que les bombardements d'énergie ne suffiraient pas à lui porter le coup de grâce. Il devait impérativement trouver une arme adéquate. C'est alors qu'il avisa le dard de la reine des abeilles juste à côté de lui. Il s'en saisit et activa une bobine de bestialisation. Le dard se mua en une lame qu'il empoigna, puis il s'élança vers la reine, esquivant ses assauts. Il concentra toute l'énergie résiduelle de la brume écarlate dans son arme. Il se prépara à lui retourner ce cadeau empoisonné. Il la serra de toutes ses forces et abattit sa lame sur la reine des abeilles avec une puissance dévastatrice. Une nouvelle déflagration secoua les cieux. Après quoi, il ne resta plus que le noyau. Le noyau écarlate de la reine bestiole était tout ce qui restait. Une gemme de pouvoir suzerain qu'il saisit sans hésiter. À l'instant même où ses doigts l'effleurèrent, une douleur fulgurante lui transperça le torse, l'énergie étant d'une puissance inouïe. Elle submergea son propre noyau de cristal en une fraction de seconde. C'était trop à supporter. Au même moment, Ru et l'escouade se chargeaient du reste de l'essaim. Ils finirent par l'éradiquer totalement. C'est alors que Ying signala qu'il se sentait faiblir. Ru ordonna un soutien immédiat, mais en le trouvant, il gisait déjà au sol. Elle hurla son nom, la panique perçant dans sa voix. O avait perdu connaissance. Ils le connectèrent aussitôt à un moniteur, révélant un rythme cardiaque affolé et des signaux neuronaux complètement chaotiques. Il avait subi une surexposition aux brumes écarlates. Il risquait de sombrer dans la folie à n'importe quel instant. Ru ordonna à Yongji d'activer la capsule médicale et de verrouiller ses transmissions neuronales. L'équipe se replia vers le campement provisoire établi aux abords du nid. Un membre de l'unité d'intervention spéciale demanda ce qui arrivait à Hao. Yongji le rassura, affirmant qu'Hao se portait bien. Ru confia à Ying la tâche d'ajuster et de superviser les paramètres de la capsule, en sa qualité d'officier technique. La nacelle médicale s'initialisa, déclenchant l'injection d'un puissant anesthésique. Ying prévint Ru que ce n'était qu'un palliatif. Il fallait impérativement le ramener au quartier général pour recevoir un traitement adéquat. Ru en était parfaitement consciente. Pendant ce temps, dans son subconscient, Ho était étranglé par une version surpuissante de lui-même, qui l'incitait à renoncer à son corps pour embrasser pleinement sa transformation bestiale. Il crut sa dernière heure arriver. Ses pensées allèrent à ses parents et à sa sœur, emplis de regrets. Il accepta que tout soit terminé. Mais c'est alors qu'il vit ses parents l'implorant de vivre, et Xiu était là aussi, lui remémorant sa promesse de rentrer sain et sauf. Il se souvint qu'elle l'attendait, encore et toujours. Puis, les visages de ses camarades l'encerclèrent, le suppliant de se réveiller. Ying refusait de le voir baisser les bras, lui répétant sans cesse qu'il en était capable. Il prit conscience que tous comptaient sur lui. Il comprit que la bataille n'était pas encore achevée. Une détermination farouche à vivre l'envahit. Il devait retrouver sa sœur et protéger les siens. Alors, il refusa de sombrer, sachant que cette responsabilité n'était pas seulement la sienne, mais aussi celle de son alter ego. Il brisa l'étreinte de son double surpuissant, et parvint à enchaîner cette version de lui-même. Il implora son autre moi de revenir, car tout le monde les attendait. Les deux entités fusionnèrent. Il comprit alors qu'il y a un prix à payer pour gagner en puissance. Chaque avancée était une danse au bord du gouffre. Sa conscience refit surface, mais il ne parvenait ni à ouvrir les yeux, ni à bouger son corps. Au même instant, le convoi était en route. La tempête de sable était si violente qu'elle rendait la route totalement invisible. Poursuivre le trajet devenait trop dangereux. Yongji informa Ru que les ruines d'une ancienne cité se trouvaient à 3 kilomètres, offrant un abri potentiel. Ru demanda alors à Ying des nouvelles de l'état de Hao. Ying répondit que ses signes vitaux étaient stables, mais qu'il n'avait toujours pas repris connaissance. Suite à ce rapport, elle ordonna à Yongji de mettre le cap sur les ruines et d'en informer les autres véhicules. De les suivre. C'est comme ça qu'ils ont déboulé dans les ruines. Les 3 bahuts de l'armée se sont engouffrés à l'intérieur. Tout le monde a reçu l'ordre de descendre pour souffler un coup. Mais, Ruiz, elle, sentait que ce coin puait l'embrouille. Elle
a balancé à Ying de scanner illico la stabilité des structures, la concentration de cette fichue brume écarlate et les signatures de chaleur, et vite. Ensuite, elle a ordonné à ses gars de veiller sur la capsule, parce que c'était aussi un ordre qui venait direct du QG. Sans qu'ils s'en doutent, quelqu'un les matait depuis un étage, et il allait se faire méchamment cueillir. Des flèches ont fusé droit sur Zarto. Yongji a capté l'attaque et a hurlé à tout le monde de se planquer. Il s'est pris une flèche, mais il a blindé son bras pour la faire ricocher. Ying a vu que les entrées étaient badigeonnées avec les fluides corporels d'une guêpe piqueuse venimeuse. Juste après, un rocher monstrueux leur a dégringolé dessus. Rui a crié à tout le monde de s'éparpiller. D'un coup de botte, elle a expédié la capsule loin du danger. Puis elle a détalé juste avant l'impact du rocher. Les débris ont explosé partout. Yongji a fait rempart de son corps, blindé pour protéger Ying. C'est là que leurs assaillants se sont montrés. Des bandits, venus pour tout rafler. Pour commencer, ils ont balancé des bouteilles en verre. Rui s'est demandé ce que c'était que ce truc, mais quand elles ont éclaté, un gaz verdâtre s'en est échappé. Elle a tout de suite compris. C'était les sécrétions d'une bestiole mutante de classe dominante. Le gaz que ça dégage a un effet tétanisant. Sur ce, les bandits leur ont foncé dessus. Un colosse baraqué avec une hache a pris Ruiz pour cible, mais elle l'a esquivé avec agilité et lui a envoyé un coup de pied bien placé, balançant le type contre le mur d'en face. Mais juste après, elle a repéré un truc accroché à la capsule. C'est là qu'elle s'est effondrée, le poison paralysant commençant à agir. Une fois le grappin arrimé par les bandits, ils ont commencé à tirer. Ils voyaient bien que ces gars protégeaient cette caisse métallique au péril de leur vie. Alors, ils se sont dit qu'il devait y avoir un trésor là-dedans. Mais Ying a tenté de les stopper en leur hurlant de ne pas y toucher, mais quelqu'un lui a planté une flèche dans la cheville. Elle s'est écroulée, s'est mise à saigner. Le désespoir l'a submergée en voyant qu'on emportait Ao. Au même moment, à l'intérieur de la capsule, une marque en forme de U est apparue sur le haut de la poitrine d'Ao, s'étendant d'un côté du cou à l'autre, comme les branches supérieures d'un U. Une ligne partait de chaque côté vers les épaules. La marque brillait faiblement. Même en souffrant le martyre, tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était de sauver Ao. Ruiz lui a dit de tenir le coup tout en extrayant la flèche. Dans sa tête, Ruiz se sentait nul. Non seulement Ao s'était fait enlever, mais en plus, Ying était blessée. Elle a cassé la hampe de la flèche, puis a fait un bandage. C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour l'instant. Elle lui a conseillé de ne plus bouger d'un poil. Ying a alors remarqué comment les bandits les attendaient déjà en embuscade avant même leur arrivée. Elle a trouvé ça louche, et ça l'a poussée à se demander comment ils pouvaient connaître leur itinéraire. Finalement, Yongji a signalé que la zone était sécurisée. La plupart de ces salopards de bandits s'étaient tirés pendant qu'ils étaient paralysés par le poison. Dehors, il y avait une violente tempête de sable qui faisait rage. Elle a donc compris qu'ils n'auraient pas pu déplacer Ao par la surface. Suite à ça, elle a soupçonné qu'ils étaient passés par les sous-sols. Ces hommes ont alors déniché une cage d'ascenseur abandonnée. Les recherches, l'analyse préliminaire indiquait un passage menant directement à leur repère. Elle a donc monté une équipe sur le champ. Leur mission suivante, un assaut en combat rapproché pour exfiltrer Ao. Ru a donc assigné une première équipe à la sécurisation de la sortie et la protection de Ying, pendant qu'elle-même, Yongji et l'équipe B s'infiltreraient en rappel. Elle a martelé que l'échec n'était pas une option. C'est alors que l'agent sans nom de l'unité spéciale a demandé à les accompagner, mais Ruiz a opposé un refus catégorique. Il n'était pas un combattant et personne ne savait ce qui les attendait. Là-dedans, l'équipe A avait pour mission de le protéger, ainsi que Ying, en surface. Mais l'agent a insisté, rappelant qu'Ao était son meilleur ami et la personne qui lui avait sauvé la mise. Alors que son ami était en grand danger, il ne pouvait se résoudre à attendre sans rien faire. Son argument a convaincu Ruiz. Elle a accepté, mais l'a prévenu de rester sur le qui-vive et de ne pas être un poids pour l'équipe. Pendant ce temps, les bandits arrivaient à l'heure. Tout en se plaignant du poids de la capsule, leur curiosité sur ce qu'elle pouvait bien contenir grandissait. L'intérieur, s'imaginant déjà un butin exceptionnel. L'un d'eux, une hache à la main, a sommé les autres de s'écarter. Il a levé sa hache et l'a abattu de toutes ses forces sur la capsule. C'était le chef des bandits en personne qui tentait de l'ouvrir, mais il a vite compris que l'engin était plus coriace qu'un coffre-fort. Ils ont cassé plusieurs pieds de biche et même des masses de forgerons dessus, sans la moindre égratignure. Un jeune blondinet leur a alors affirmé qu'il pouvait l'ouvrir, mais qu'il lui fallait pour cela descendre au niveau inférieur. Le chef a rejeté l'idée, la jugeant absurde, car il n'y avait rien là-dessous. Par une impasse, et les trois derniers à s'y être aventurés n'étaient jamais remontés. Tous se sont esclaffés en se moquant de lui. Mais le blond a insisté, jurant avoir vu en bas une clé capable de déverrouiller la capsule. Le chef des bandits, exaspéré,
alors attrapé le jeune par le collet. Ce dernier lui a proposé un marché, s'il réussissait à l'ouvrir, on le laissait partir. Mais s'il ne le pouvait pas, il serait à sa merci, libre à lui d'en faire ce qu'il voudrait. Le chef l'a averti que s'il essayait le moindre mauvais coup, il le regretterait amèrement. De l'intérieur, Ao entendit leur conversation et comprit qu'il avait atterri dans le nid de l'ennemi. Depuis la mise à niveau de son noyau bestial, ses capacités sensorielles s'étaient considérablement accrues. Il pouvait non seulement percevoir son environnement immédiat et les profondeurs souterraines, mais il était aussi capable de sonder l'état de son propre corps. Son noyau bestial affichait le niveau rouge-rouille, avec 67% de réserve de brume écarlate. Ses compétences en forme de bête étaient les griffes et l'entrave, et parmi les nouvelles capacités qu'il avait acquises, figuraient la bombe de brume écarlate et la glande à venin. Il a tout de suite suspecté que cette dernière provenait de la reine des abeilles. Pendant ce temps, les bandits arrivèrent à l'étage du dessous, où se trouvait le fossile d'une immense créature. Ils ont prévenu le blondinet de ne pas essayer de les duper. Le jeune a alors désigné l'un des ossements et leur a dit que la clé se trouvait juste là. Le chef a donc ordonné à ses sbires de déplacer la capsule près de l'os. Au moment où ils l'ont fait, la capsule s'est ouverte dans un grand fracas, projetant les bandits au loin. Elle semblait s'être déverrouillée toute seule. À peine debout, Ao a libéré le gaz de sa glande à venin. Tout le monde s'est immédiatement mis à suffoquer. Ao a savouré l'efficacité de cette nouvelle compétence. C'était une bonne compétence de soutien pour le contrôle des foules. Le chef des bandits ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une personne à l'intérieur. Il supposa qu'il les avait délibérément laissés le prendre juste pour qu'ils puissent infiltrer la cachette. Mais Ao n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Le chef des bandits l'intimida en se présentant comme un guerrier de classe D. Il lui dit que tuer un petit voyou comme lui serait aussi facile qu'écraser une fourmi. Il était furieux qu'il joue de sale. Alors il l'attaqua. Activa de nouveau la glande à poison puis frappa le chef des bandits au visage. Le chef des bandits s'écrasa contre le mur y créant une bosse. Quelqu'un fut effrayé et cela attira l'attention de Wu. Ao demanda au blond s'il voulait aussi essayer sa force, mais le gamin s'évanouit. Simplement. Après s'être occupé des humains, il remarqua les environs. Il y avait tant de squelettes de bêtes mutantes à cet endroit. Il les inspecta et vit que les squelettes étaient tous endommagés, ce qui lui indiquait qu'ils n'étaient pas morts de cause naturelle. Quelqu'un les avait intentionnellement placés là pour qu'ils se battent à mort, comme dans une arène de gladiateurs. Puis il entendit le son électromagnétique de Rui. Il pouvait l'entendre à 10 étages de distance. Il commenta qu'elle était toujours aussi impétueuse. Les bandits tirèrent mais Yongji durcit son corps et les poursuivit. Il donna un coup de pied à un bandit et finalement ils avaient sécurisé la zone mais il n'y avait toujours aucun signe de Ao. Rui leur ordonna de continuer à chercher. Ils remarquèrent qu'il y avait des marques de griffes de bêtes mutantes partout. Cela les amena à penser que l'endroit recelait un secret. Ils s'approchèrent de la fosse. Et l'un des militaires rapporta que le détecteur signalait que Ao était en dessous, mais soudain le signal disparut. Rui soupçonna immédiatement que la capsule était détruite, ce qui mettait Ao en danger. Mais soudain, Ao sauta hors de la fosse avec un blond évanoui dans ses bras et salua tout le monde. Notre héros est de retour. Et la montée en puissance était vraiment évidente. Yongji demanda à Ao s'il allait bien. Il répondit qu'il allait bien maintenant. Rui demanda ce qu'il y avait en bas. Il leur raconta ce qu'il avait vu, un ring de combat abandonné. Yongji demanda au capitaine s'il devait enquêter. Rui répondit que le retrait était leur priorité et qu'elle organiserait une enquête plus tard. Le membre anonyme demanda des nouvelles du gamin que Wu tenait. Ao le jeta au sol. Le gamin le chargea avec un poignard, mais il arrêta sa main et le poignard se brisa en frappant sa forme de bête partielle, des écailles. Il demanda au gamin s'il était si désireux de mourir. Le gamin argua que tous les soldats étaient des salauds, les yeux du gamin étaient rouges et des lignes rouges apparurent sur son visage. Il dit à Shao de le tuer. Ao savait que c'étaient les symptômes de l'infection par la brume écarlate. Il frappa le gamin dans le dos pour le rendre inconscient. Quand le gamin tomba, le membre anonyme vit une carte tomber. Il la ramassa et vit que c'était son camarade, un Shaw de l'identité de la patrouille de Redstone. La personne sur la photo était plus âgée mais leurs traits étaient similaires. Cela amena Ruiz à penser qu'ils étaient un d'eux. Frère. Le gamin était en mauvais état. Alors, elle ordonna de le ramener pour traitement et enquête. L'infection le gosse n'en était qu'au premier stade. Ao s'est donc dit qu'en extrayant l'énergie de la brume écarlate de son système, avait encore une chance d'être sauvé. Ils finirent par atteindre le campement Sang écarlate de l'unité des forces spéciales de Lake City. Un soldat remarqua qu'il revenait en sous-nombre. L'un d'eux s'est aussitôt précipité pour en informer le jeune maître Jean. À peine arrivé, Ruiz ordonna à Yongji de conduire Ying à l'infirmerie sur le champ. Pendant ce temps, on barra la route à Ao et aux soldats anonymes. Ils devaient se plier aux
Nouvelle procédure de quarantaine. Ao a protesté, affirmant que de telles règles n'existaient pas avant, mais le militaire a insisté, prétextant un ordre de la hiérarchie. On leur a demandé de coopérer en se déshabillant entièrement pour une désinfection et une inspection complète. Ruiz a alors demandé qui était à l'origine de ces prétendus ordres venus d'en haut. Elle a rappelé qu'elle était l'officier en second, et a exigé du soldat que son supérieur vienne lui parler. Sur le champ. C'est alors qu'un homme est sorti, demandant pourquoi il refusait délibérément de coopérer à l'inspection. C'était Jean. Il a assuré à Ruiz qu'il ne s'agissait que d'un simple malentendu. En réalité, il ne comprenait pas ce que Ao fabriquait ici avec Ruiz. Elle lui a demandé de but en blanc si c'était lui qui avait ordonné à ce soldat de la logistique de faire ça. Il s'est défendu en expliquant qu'il était responsable de la quarantaine des nouvelles recrues et que, comme elle et Ying étaient des vétérans de l'unité, elle n'avait pas à subir l'inspection, mais il recommandait fortement à Ao de coopérer. Rui a hurlé que c'était hors de question. Folle de rage, elle lui a demandé pour qui il se prenait. Au juste, elle lui a sèchement rappelé que ce n'était pas lui qui donnait les ordres ici. Puis, elle leur a dit de ne pas faire attention à lui, et ils l'ont dépassé. Il leur a aboyé d'attendre. Puis, désignant l'enfant, il a demandé s'il comptait vraiment faire entrer cette petite chose immonde dans le. Le soldat anonyme l'a repris, précisant que ce gamin n'était pas une chose, mais le petit frère de son camarade tombé au combat. Comprenant qu'il venait de la patrouille, Jean a ricané que les déchets allaient avec les déchets. Il a ensuite ordonné au soldat de l'embarquer. Le sang du soldat anonyme n'a fait qu'un tour, mais Jean l'a intimidé, lui demandant s'il comptait vraiment désobéir à un ordre direct. Rui était sur le point d'intervenir, mais Ao l'a retint. Activant sa glande à venin, il lui a murmuré de le laisser gérer la situation. Il a ensuite posé une main sur l'épaule de Jean, en lui disant de se calmer. Jean a cru qu'il cherchait la bagarre, mais il a paniqué en sentant le venin se répandre dans son corps. Il n'avait pas la moindre idée de comment c'était arrivé. Ao lui a alors chuchoté qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas le voir, mais que ses méthodes étaient vraiment minables. Il lui a conseillé d'arrêter les frais tant qu'il en était encore temps. Puis il a fait remarquer qu'en l'espace de quelques secondes, Jean était déjà à genoux. Ruiz a alors ordonné aux soldats de raccompagner leur nouveau chef d'équipe, qui avait l'air un peu fatigué. Ils ont aidé Jean, qui bouillait de rage contre Ao mais était incapable de bouger le petit doigt. Ruiz a demandé ce qu'il venait de faire. Ao a simplement répondu qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, qu'il l'avait juste mis au repos forcé pour quelques jours. Un peu plus tard, ils se sont rendus au laboratoire médical. Là, Ying a informé Hanking et Léon que sa combinaison de combat avait été délibérément enduite d'un agent corrosif à action lente, après une exposition à une forte concentration de brume. Écarlate, sa fonction protectrice, avait échoué. Léon conclut qu'il y avait un traître, qui ne voulait pas que Ying revienne vivante. Léon savait que Ao était aussi l'une des cibles. Ao exprima qu'il croyait être la cible principale. Ying avait juste été entraîné là-dedans à musique cause de lui. Cela amena Léon à décider qu'ils étaient tous deux suspendus des missions sur le terrain jusqu'à ce que tout soit éclairci. King lui dit qu'ils avaient des problèmes à régler au quartier général. Il espérait qu'il enverrait quelqu'un de confiance pour protéger sa fille. Et, Ao. Il lui rappela que si quelque chose d'autre tournait mal, aucun d'eux ne pourrait en supporter les conséquences. Léon en était bien conscient. Il chargea Rui d'assurer la sécurité absolue de ces deux-là. Quelques jours plus tard, Ao médita sur les événements survenus tels que la suspension des missions sur le terrain, un traître dans l'armée, Jin de la défense de la ville, un show de la patrouille. Soudain, le membre anonyme l'appela. Il demanda ce qui n'allait pas. L'homme anonyme murmura que lorsqu'il examinait le garçon, il avait trouvé une photographie d'une fille qui ressemblait à la sœur de Ha. Ao attrapa le bras de l'homme en lui demandant s'il disait la vérité. L'homme anonyme se plaignit que son poignet allait se briser. Il alerte dans la chambre des garçons. Le membre anonyme interrogea le médecin sur l'état du gamin. L'état du garçon était stable, mais il aurait besoin d'une observation plus poussée. L'infection était très grave à son arrivée. Alors le médecin était perplexe quant à la façon dont il s'était soudainement amélioré ces derniers jours. S'approcha du gamin, ce qui fit que le médecin se demanda ce qu'il faisait. Ao demanda au médecin de s'écarter pour l'enquête du sang écarlate. Le médecin était inquiet. Il comprenait que le gamin était un bandit, mais la façon dont les symptômes d'infection du gamin avaient régressé était très inhabituelle. Il espérait que Ao ne ferait rien. Ao en était bien conscient, car après tout c'était lui qui avait nettoyé l'infection de la brume écarlate du corps. Il vit la photo. Et Xiu était là. Le garçon se réveilla et éleva le ton en demandant ce que Ao faisait. Ao demanda où il avait vu la fille. Le garçon révéla que c'était il y a 6 mois au camp de réfugiés. Puis il demanda où elle était maintenant mais le gamin ne savait pas. Il devint frénétique en criant qu'ils étaient tous partis, y compris son frère.
qui avait promis de revenir s'il attendait là. Ao se rappela la même scène avec sa sœur et sa promesse de revenir pour elle. L'homme anonyme informa à l'époque, mais avait été transféré à une autre mission pendant l'évacuation. Puis il avait disparu. Wu était perplexe quant à la raison pour laquelle il avait été affecté à une autre mission, au milieu de celle-là. L'homme anonyme n'en avait aucune idée, alors il suggéra de se pencher davantage sur les dossiers de mission pour les détails. O absorba la brume écarlate du gamin. L'homme anonyme était confus quant à ce qu'il faisait. Il lui dit de n'en parler à personne d'autre. L'homme anonyme savait maintenant pourquoi l'infection s'était soudainement dissipée. Ao dit au gamin qu'il l'aiderait à retrouver son frère, mais qu'il devait lui raconter tout ce qu'il savait sur la fille de la photo. Le gamin voulait l'assurance qu'il oserait vraiment faire une chose pareille. Ao l'a alors encouragé à se fier à lui, insistant sur le fait que c'était dans leur intérêt mutuel. Le jeune homme a donc commencé à relater les événements qui s'étaient déroulés 6 mois plus tôt. Plus tard, à la cafétéria de la caserne, l'inconnu a interpellé Ao pour savoir s'il comptait réellement y retourner. Ao a confirmé, certain de sa décision, car Su était déjà parti en mission depuis 6 mois. Il sentait qu'il ne pouvait plus patienter. L'inconnu a alors mentionné Ruiz, expliquant qu'elle l'avait prévenu de la présence d'une taupe au sein de l'armée, cherchant à nuire à Ao. Par conséquent, il avait reçu pour instruction de rester à ses côtés et de lui faire un rapport sur le moindre de ses agissements. Ao a répliqué fermement, en l'informant qu'il était là pour une cause supérieure et que rien ni personne ne se mettrait en travers de son chemin. C'est alors que Ru a surgi derrière lui, demandant qui donc essayait de le stopper. Elle était accompagnée de Ying. L'inconnu s'est tourné vers Ying pour s'enquérir de l'état de sa jambe. Elle a répondu que grâce à San et Karl, elle bénéficiait des meilleurs soins médicaux qui soient. Rui a alors suggéré de trouver un endroit plus discret pour poursuivre leur discussion. Ils se sont donc déplacés vers une petite salle de réunion. Une fois installés, Ao leur a demandé comment ils étaient au courant de tout ça. Pour toute réponse, Ying lui a montré les images de la caméra de surveillance dissimulée dans la chambre du jeune homme. L'inconnu, horrifié, a réalisé que Ying les espionnait depuis le tout début. Elle a rétorqué qu'il voyait les choses de manière bien trop dure, alors qu'elle ne faisait que tenter d'assurer la protection de tout le monde. Avec les problèmes internes actuels, il n'était pas exclu que quelqu'un puisse se faire enlever du jour au lendemain. Ru a alors avoué que c'était elle qui avait missionné Ying pour récupérer ses enregistrements, et que le docteur était venu la briefer sur la situation, juste après leur départ. S'adressant à Ao, elle a affirmé qu'elle n'avait aucune intention de l'arrêter, lui rappelant sa promesse de l'aider. Elle espérait donc qu'en retour, il lui accorderait sa confiance. Visiblement touché, il écouta Ying ajouter qu'il devrait également se fier davantage à elle. Elle a ensuite exposé ses propres méthodes d'investigation, pour le moins spéciales, ce qui a poussé l'inconnu à déclarer avec ferveur à Ao qu'il le soutiendrait sans faille, peu importe les circonstances. Rui s'est alors tourné vers lui pour connaître ses. Elle l'a pressé de tout leur exposer dans les moindres détails, ce qu'il a accepté de faire. Au même moment, dans des ruines situées à la périphérie de Redstone City, un homme demanda le mot de passe à Chile avant de le laisser pénétrer dans un bâtiment délabré. Il a répondu partout et a obtenu l'autorisation d'entrer. Il s'est approché de l'homme affalé sur le canapé pour l'informer d'une affaire urgente. Concernant le chef Hong. Son interlocuteur a sèchement répondu que le chef Hong n'avait pas de temps à lui consacrer. Chile a insisté, révélant qu'Ao était en chemin pour Redstone City, en provenance de Lake City. L'homme a ricané, répliquant que le chef Hong était déjà au courant pour Ao. Et que, par conséquent, il était certain qu'Ao courait à sa perte. Quelques jours plus tard, au poste de contrôle à la périphérie de Redstone City, la garde municipale inspectait méticuleusement chaque véhicule qui tentait d'entrer. La situation était chaotique. Rui s'est plainte que la file d'attente était un véritable capharnaüm, remarquant qu'elle ne les avait jamais vus aussi zélés dans la défense de la ville. Ao, quant à lui, était visiblement impressionné par la superbe voiture de Ruiz. Il ignorait totalement qu'elle puisse avoir ce genre de hobby. Comme il n'était pas là pour une mission officielle, il était impensable d'utiliser un véhicule militaire. Sa voiture personnelle était donc une couverture bien plus discrète. L'inconnu a alors demandé si c'était vraiment une bonne idée de laisser Ying seule au quartier général. Rui l'a rassuré, expliquant qu'elle avait demandé à Yongji de garder un œil sur elle, et qu'elle était donc en sécurité, assurant qu'il n'y aurait aucun accroc. Ao précisa que Ying avait sa propre méthode pour l'assister dans l'enquête. Elle devait rester en retrait, car cette information n'était accessible que depuis le quartier général. Qui plus est, Ying pouvait assurer un soutien à distance grâce aux communications militaires. C'est alors qu'on frappa à la vitre de leur voiture, pour un contrôle de sécurité. Soudain, un garde alerta tout le monde qu'une bête approchait à 1 kilomètre de distance. Il s'agissait d'une meute de loups à épines de fer. Les soldats de la défense se replièrent aussi vite que possible. Ru était furieuse que ces hommes les abandonnent ainsi, les laissant coincés. Ao sortit alors du véhicule
et fit un geste signifiant qu'il allait s'occuper des monstres. La foule se mit à courir aussi vite qu'elle le pouvait, tandis que les loups de fer se rapprochaient. Une personne était sur le point de se faire mordre, mais heureusement, Ao déchiqueta les aberrations. Il lança aux survivants que s'ils voulaient vivre, ils devaient courir. Puis, il fit face au loup à épines de fer de classe éclaireur. La scène lui était terriblement familière. C'était la même situation que lors de sa première rencontre avec eux, et cette fois-là, il avait perdu sa sœur. Mais aujourd'hui, il refusait de laisser l'histoire se répéter. Les soldats de la défense, témoins de la scène, n'en croyaient pas leurs yeux. Il avait anéanti toute la meute d'aberrations en un instant. Ils ont immédiatement dépêché quelqu'un pour informer Shay que l'individu en question était arrivé à Redstone City. Pour Ao, ces loups n'étaient qu'un jeu d'enfant. L'homme sans nom était visiblement impressionné par lui. Ruiz lui assura qu'elle se chargerait du reste. Elle interpella le soldat de la défense, se présenta et exhiba son insigne. Puis, elle leur ordonna de cesser immédiatement les inspections et de laisser les civils entrer dans la ville. Ils obéirent sans discuter. Alors qu'ils pénétraient dans la cité, ils ne pouvaient se défaire du sentiment que ce contrôle de sécurité cachait une autre raison. Rui demanda à Chaozo son opinion. Il répondit qu'il semblait qu'il cherchait quelqu'un de précis, mais il ne s'attarda pas sur ce point, car leur priorité absolue était d'enquêter sur le dossier de mission d'Ao. Ils atteignirent le quartier général de la défense de Redstone City, et se dirigèrent spécifiquement vers la salle des archives, là où étaient conservés tous les dossiers de mission de l'équipe de patrouille. Cependant, Ao ne parvint pas à trouver celui d'où Rui fit une recherche sur l'ordinateur. L'homme sans nom réalisa alors qu'à Liming, Wang Chang de la 7e escouade, tous avaient disparu. Même la liste des effectifs de base avait été purgée. Rui découvrit que la base de données locale avait elle aussi été effacée. Il n'y avait plus aucune trace d'un certain Shuo. C'était peu, être une impasse depuis le début. Ao demanda s'il existait d'autres options. Elle contacta Ying pour lui demander si elle pouvait retrouver sa trace. Puis elle les informa que Ying avait un moyen d'accéder aux fichiers de la base de données centrale, mais qu'il lui faudrait du. L'homme sans nom fut surpris qu'elle soit si talentueuse. Ao, lui, ne l'était pas, car Ying se surnomme elle-même Mademoiselle Je sais tout. C'est alors que l'homme sans nom se souvint que le capitaine Jia était un vétéran de l'ancienne armée gouvernementale. Il avait entraîné Shuo lorsque l'équipe de patrouille avait été formée. Pour la première fois. Il espérait que cet homme était au courant de cette mission. Ils décidèrent donc d'aller le trouver chez lui. Délégué Jia. C'était un tel chantier qu'on voyait bien qu'il y avait eu une grosse bagarre. Les traces étaient toutes fraîches. Ils en ont déduit que la baston venait à peine de se finir. Ao a tout de suite compris que c'était un coup du comité de discipline du lycée. Ruiz ne comprenait pas pourquoi le comité de discipline s'en serait pris à Jun. Leur pote, un peu en retrait, a expliqué que Ao avait pris la défense du délégué auparavant et avait sérieusement amoché le chef du comité de discipline, un certain Shui, au point de l'envoyer valser. Il a donc conclu que c'était une vengeance, et Ao sentait bien que toute cette histoire était montée contre lui. Leur inspection, c'était juste pour savoir s'il avait remis les pieds au lycée. Ça l'a rendu fou de rage et il était prêt à leur régler leur compte en face à face. Quelques minutes plus tard, d'autres élèves ont débarqué. Ils avaient l'air tout contents d'avoir enfin mis la main sur Rui. Elle leur a balancé un « vous êtes qui, vous ?» L'un d'eux s'est présenté comme le bras droit du comité de discipline du lycée, Redstone, un certain Liben. Il avait su qu'elle était dans le coin et il a expliqué que Jiajun, un des élèves de la ronde de surveillance sous ses ordres, avait disparu pendant une mission à l'extérieur du lycée. Il voulait donc lui demander un coup de main pour le retrouver. C'était leur problème au comité, alors elle ne voyait pas du tout pourquoi elle devrait les aider. Il a baragouiné que les racailles du quartier étaient particulièrement agitées ces temps-ci, et que leurs surveillants habituels ne faisaient pas le poids face à la situation. Rui et Ao se sont regardés. Ils se sont compris en un clin d'œil, sans avoir besoin de parler. Elle a accepté de filer un coup de main, mais à une seule condition, que Ben les accompagne. Ben a tout de suite protesté, disant que c'était une très mauvaise idée, qu'il ne ferait que les ralentir. Elle lui a demandé s'il était en train de refuser, avant de préciser que ce n'était pas une demande. Au contraire, c'était un ordre. Puis elle l'a prévenu que s'il osait refuser, elle pourrait le faire virer du lycée sur le champ pour insubordination. Ils l'ont forcé à monter dans leur voiture et ont roulé jusqu'au terrain vague derrière le lycée, puis ils ont commencé à cuisiner Ben, lui demandant pourquoi ils avaient envoyé Jun en mission solo, alors qu'ils savaient que les racailles du coin étaient particulièrement sur les nerfs ces derniers temps. Ao a insinué qu'il l'avait envoyé droit au casse-pipe, en toute connaissance de cause. Ben a nié en bloc. Ils sont arrivés à l'endroit qu'il leur avait indiqué. Ao a tout de suite senti qu'un truc clochait. Rui a demandé ce qui n'allait pas. Il a répondu que, d'après Ben, le coin devait grouiller de racailles, et, pourtant, il ne sentait aucune tension dans l'air,
C'était beaucoup trop calme. Pendant ce temps, Ben avait visiblement hâte de se tirer. L'autre membre du groupe, celui qui restait en retrait, l'a grillé en train de pianoter sur son portable. Il lui a demandé ce qu'il fabriquait. Ben a répondu sèchement qu'il les avait conduits jusqu'au lieu de l'incident. Sa part du marché était donc remplie, et il avait demandé à ses potes de venir le bon et récupérer. Puis il a balancé à leurs potes de dire à Rui qu'il lui laissait le plaisir de retrouver le disparu, et il a commencé à se carapater. Mais Rui lui a barré la route en lui disant qu'il n'irait nulle part. Ao a posé une main sur son épaule, puis elle l'a questionné sur leur véritable objectif. Soudain, un silence de mort s'est abattu sur eux. Ben a commencé à trembler, craignant ce qui allait se passer. C'était comme s'il savait déjà. Une silhouette imposante est sortie de l'ombre. Ben était complètement mort de trouille. Il a commencé à supplier, disant qu'il ne voulait pas se faire démolir. C'était exactement ce qu'Ao avait anticipé. Les petites frappes n'étaient pas là, et c'était à cause de cette présence. C'était le caïd le plus redouté du secteur, une terreur légendaire, et le simple son de sa voix pouvait, et même de déchaîner la foudre autour de lui. Merci à tous d'avoir suivi ce carnage. Allez donc jeter un œil à la prochaine vidéo sur Giga Chad, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ailleurs, pour soutenir la chaîne, pensez à rejoindre l'abonnement du club des invocateurs. Vous pouvez aussi nous donner un coup de pouce en lâchant un like sur la vidéo et en restant les boss que vous êtes.